Le break santé avec Antoine et Sarah. Le podcast où on ne fera pas sentir mal de prendre un break. Salut la gang! Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode avec Jasmine Paquin. On va jaser d'activité physique, de santé de la femme, de ménopause, puis plein de mythes reliés à l'entraînement. Yes, gros épisode. Oui, c'était un Mais bon vraiment le épisode, fun. Très cool. 100%. Très, très Un cool. gros coup de cœur, Jasmine, Vraiment. pour nous deux, je pense. Yes. Puis on veut juste vous rappeler aussi avant que l'épisode commence que tout ce qui est mentionné dans l'épisode, c'est pas des conseils personnalisés. Puis avant de faire des changements dans vos habitudes de vie là, par rapport à ce qui est mentionné, on vous invite fortement à consulter un professionnel de la santé qui est qualifié. Donc, vous pouvez contacter Sarah pour tous vos besoins en nutrition ou venir m'écrire pour tous vos besoins en matière d'activité physique et d'entraînement. Tous les liens, dans le fond, sont dans la description de l'épisode, donc gênez-vous pas de venir nous écrire, nous poser vos questions. Bon épisode! Bon épisode! Salut Antoine! Salut Jasmine! Salut à vous deux! Allô! Salut, comment ça va? Ça va super, toi? Ça va super, oui. Moi aussi. Good! Moi, j'ai un beau petit sujet d'introduction pour aujourd'hui. Très d'actualité. Ben oui, parle-nous de ton histoire de fromage, Sarah. Oui, j'ai une petite anecdote à vous conter que je trouvais bien cocasse parce que dans le fond, on enregistre puis on est jeudi, puis hier, donc si vous écoutez, c'est la semaine passée, l'émission L'épicerie a passé dans laquelle j'ai enregistré à la fin de l'été, là, je me rappelle plus la date exacte, sur les fromages mozzarella. Puis donc, on me demandait d'analyser la valeur nutritionnelle des fromages mozzarella disponibles sur le marché avec les valeurs que j'avais, qu'on me fournit. Puis là, je trouvais ça très drôle parce que hier, dans le montage, c'était finalement des tests de fromage mozzarella qui ont râpé puis qui ont mis sur des pizzas avec un chef finalement à Montréal bien connu. Puis moi, mon apparition, c'était de dire, ben, tu sais, celui qui a la meilleure valeur nutritive, la plus intéressante, c'est celui-là. Puis après ça, tout de suite, ils l'ont présenté au chef en disant, ah, ben, tu vois, selon la nutritionniste, la valeur nutritive la plus intéressante, ben, c'est celui-là. Puis là, il est parti arrive, il dit, oh non, non, ça marche pas comme ça, là. C'est pas une affaire de valeur nutritive, là. C'est pas comme ça qu'on choisit notre fromage à pizza. Puis là, je trouvais ça très drôle. J'ai vraiment éclaté de rire, parce que je me disais, wow, là, je viens de passer pour la nutri-têteuse qui veut qu'on prenne la meilleure chouette fromage au niveau valeur nutritive pour faire sa pizza, tu sais. Ben non, tu sais, en plus, au contraire, là, sur une pizza, c'est ça, tu veux prendre le plus gras avec lui qui va le mieux fondre, tu sais, puis c'est clairement ce que tu aurais dit, là. Exactement, fait que je trouvais ça comme vraiment mourant, puis j'étais comme, je m'écoutais, puis là, je t'ai dit, j'ai vu le chef, je suis juste comme partie à rire, j'étais comme, hey, je suis tellement d'accord avec toi, comme, si je fais une pizza, puis si mes clients me demandent pour une pizza, je suis comme, prends le fromage que tu vas trouver qui est bon, tu sais, mais c'est plus, moi, c'était une analyse dans le contexte de, tu sais, si tu manges du fromage mozzarella en cube comme ça, à tous les jours dans ta journée, puis que tu te poses la question, c'est lequel qui a la valeur nutritive la plus intéressante, ben voici les faits, mais ça veut pas dire que tu es obligé de prendre celui-là après, là, tu prends ta décision. Mais je trouvais ça très drôle, j'étais comme, je suis d'accord avec toi, chef, là. Tu vas faire une c'est pizza drôle, avec du fromage Allegro, là. Non, c'est ça, exactement. C'est drôle cette espèce d'opposition-là, tu sais, entre la nutrition puis la cuisine. Tu sais, c'est comme si des fois c'était comme irréconciliable, mais pourtant, tu sais, c'est pas toujours, tu sais, justement, comme tu dis, l'aliment qui est le plus bon nutritivement sur papier comme intéressant qu'on va vouloir mettre en cuisine. Fait que je trouve ça, moi, je suis pas une grande cuisinière, fait qu'en tout cas, je trouve ça toujours drôle, cette espèce d'opposition-là. Là, ouais. Mais je trouve ça vraiment efficace. Je suis la première tout le temps à dire, tu sais, bon, c'est pas juste sur la valeur nutritive de l'aliment, ça dépend du contexte. Dans quel contexte tu le manges? Comme là, la pizza, ben, tu sais, si c'est juste pour manger sur ta pizza, à moins que tu me dises que tu manges la pizza tous les jours, mais tu sais, si c'est juste pour manger sur ta pizza, puis que tu n'en manges pas si souvent que ça, on s'en fout, mais tu sais, c'est moins pertinent. Quand on regarde l'équilibre, l'ensemble, c'est peut-être pas là-dessus, tu sais, qu'on va avoir le plus de... qu'on va peser plus sur le crayon, parce que, tu sais, au final, ça représente juste un repas sur combien de repas dans tout ton mois, tu sais. Mais versus, si tu prends ces fromages-là à tous les jours, dans plein de recettes, puis que tu te dis, ouais, finalement, j'aime ça l'utiliser souvent, mais là, peut-être que tu vas faire un choix différent, tu sais. Fait que, bref, je trouvais ça cocasse de passer pour la diététeuse, que je suis vraiment La pas. diététeuse. Ouais, vraiment, voilà. Fait que c'était ça mon petit Non! Seigneur, non, tellement pas. Tabarouette. C'est ça, c'est que ça me représente tellement pas. Fait que c'est ça, je trouvais ça très drôle. Donc, bon, mais ce sera dit, on a rattrapé ton image. Mon image de diététeuse. Hey, mais là, ça fait 3 minutes qu'on jase, puis on n'a toujours pas présenté notre invité. Aujourd'hui, on est avec Jasmine Paquin. Jasmine, je te laisserai faire un petit topo sur qui es-tu, ce que tu fais. Oui, ben merci de me recevoir. Ça me fait vraiment plaisir de jaser avec vous ce matin. Là, je vous écoute depuis vos débuts parce que ben, je connaissais Antoine un peu de l'Université de Sherbrooke, justement, où moi j'enseigne et où
J'ai gradué en fait en kinésiologie en 2017. Donc, c'est ça, je suis kinésiologue depuis 2017. Je poursuis actuellement des études doctorales, donc j'ai presque fini mon doc en physiologie de l'exercice. Je suis vraiment là, vers la toute fin, là, donc dans la prochaine année, là, ça devrait être terminé. En gros, ma thèse porte sur l'exercice en musculation ou appelé contre-résistance là, dans le domaine de la physiologie chez les femmes ménopausées. Fait que vraiment, quelle serait la meilleure approche après la ménopause, considérant les différences qui s'installent autant en pré, péri, post-ménopause au plan du métabolisme énergétique. Fait que ça, c'est un beau mot pour dire comment est-ce que ton corps assimile les différents nutriments et tout ça. Puis plus particulièrement, moi, je m'intéresse à la prévention du diabète de type 2 via l'exercice en musculation chez les femmes ménopausées, puis comment les recommandations d'exercice pourraient être ajustées pour cette population-là, parce qu'on ne se cachera pas que c'est pas une population qui est très, très bien étudiée. On voit de plus en plus de science là, qui sort au sujet vraiment des femmes en particulier, l'exercice spécifique aux femmes et tout ça. Puis imaginez la ménopause, à quel point, s'il n'y a pas beaucoup d'études sur les femmes en âge de procréer, à quel point il n'y en a peut-être pas beaucoup sur les femmes ménopausées. Donc, moi, ça, c'est vraiment mon sujet doctorale. Sinon, comme professionnelle, je pratique plus dans le domaine des sports d'endurance. Donc, je suis entraîneur pour des athlètes d'endurance. Puis, ce que je veux dire par là, c'est vraiment tout ce qui est marathon, même ultramarathon, triathlon, cyclisme sur route, etc. Donc, ma clientèle en termes de préparation physique, c'est là-dedans que je suis. Et également, je suis enseignante à l'Université de Sherbrooke. Donc, dans le cadre de mes études doctorales, j'ai acquis différentes compétences qui ont fait en sorte que je suis devenue chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. J'enseigne autant de la physiologie générale, des choses plus sur le diabète de type 2. J'ai également aussi une charge de cours dans un cours qui s'appelle la démarche scientifique. Donc, comment, comme kinésiologue, on peut avoir un esprit critique, un esprit un petit peu plus scientifique, considérant que la science, c'est assez important dans notre domaine. Et je conclurai simplement en disant que je suis également physiologiste d'exercice clinique là, accrédité de l'organisme qui chapeaute, là, si on veut, la physiologie de l'effort au Canada. Donc, je suis physiologiste d'exercice clinique de la Société canadienne de physiologie de l'exercice. C'est à peu près ça que je fais. C'est tout qu'un titre à obtenir quand même. C'est vraiment long, les démarches, puis les exigences sont vraiment élevées. Sarah, si tu ne connaissais pas. Ben non, c'est ça, j'allais dire. Moi, je connais pas ça. Ça a l'air super impressionnant. Là. Je suis comme la longue liste. Mais non, je connaissais pas ça. Ouais. C'est un très gros processus pour justement être comme physiologiste de l'exercice clinique, puis ça demande vraiment beaucoup d'études. Fait que si tu vois ça à côté du titre KIN, sache que tu es probablement entre de bonnes mains. Nice. Ouais, c'est un processus qui est long parce qu'il y a plusieurs étapes à franchir. C'est un peu comme le permis de conduire. Là. Il y a une partie théorique et une partie pratique, en tout cas, puis il y a quand même beaucoup de temps qui va s'échelonner entre les deux. Puis je vous dirais, là, moi, l'examen théorique, là, ça faisait vraiment longtemps que ça m'était pas arrivé. Mais tu sais, quand tu commences l'examen, tu vois la question 1 puis tu te dis, j'ai jamais entendu parler de ça. C'était pas facile. Ouais, c'était pas évident. Là. Ouais. Mais parcours super impressionnant et intéressant. C'est vraiment le fun. J'ai très hâte de t'entendre justement sur... Il y a tellement de questions qu'on a par rapport à la femme et la femme autour de la ménopause aussi, l'entraînement, la masse musculaire, etc. Fait que j'ai hâte de dégainer dans le sujet. C'est le sujet de l'épisode. Hey, fun fact, la première fois que j'ai rencontré Jasmine, c'était dans un contexte qu'elle devait m'évaluer pendant 2 heures. Ça a été notre première rencontre. Fait que je faisais un client, puis elle était assise à côté, puis elle me jugeait. Mais t'étais excellent. T'étais vraiment excellent, je dois le dire. C'était naturel. Ouais, ça a été notre première rencontre, puis après ça, on a appris à se connaître dans d'autres occasions. Là. Oui. Fait que, fun fact. Ça casse bien la glace, ça. Ouais, oui. Allô, j'ai été évaluée! Très cool. Ouais, mais t'es full smart, fait que c'était bien correct. Fait qu'on rentre dans le sujet. On saute. Parfait. Mais Jasmine, on a préparé là, une couple de questions pour toi. Ça va un peu partout, mais comme, gêne-toi pas de sauter d'un sujet à l'autre si jamais ça t'amène à quelque part dans ton explication. Ouais, on va suivre. On est de même, on part dans tous les sens. Ben oui. Toujours. Puis, dans le fond, c'est qu'on parlait, là, santé de la femme, adapter l'entraînement aussi à la différente physiologie un petit peu, finalement. Là. Il y a une chose qu'on voit beaucoup, par contre, dans l'entraînement chez les femmes, on parle beaucoup de perte de poids souvent chez les femmes aussi. Il y a des gros enjeux aussi reliés aux athlètes féminines. Donc, le fameux Red S là, qu'on entend souvent, là,
est-ce que tu voudrais nous expliquer un peu c'est quoi les symptômes, puis comment on peut réagir face à ça, qu'on soit justement une athlète féminine ou quelqu'un dans l'entourage ou un professionnel? Oui. Ben, le syndrome du Red S étant disons, une étiologie multiple, là, un syndrome qui n'a pas nécessairement de diagnostic clair. Hein. On va évaluer ça via, comme tu dis, les symptômes. Red S qui veut dire Relative Energy Deficiency in Sports. Donc, il n'y a pas de traduction, au meilleur de mes connaissances, il n'y a pas de traduction en français. Ce qu'on veut dire par là, c'est un déficit énergétique relatif. Et ce qu'on entend par relatif dans le contexte du sport ou de l'entraînement athlétique, si on veut, c'est que le déficit va être relatif à la dépense énergétique de la personne associée à l'activité physique. Fait qu'on ne parle pas d'une dépense énergétique qui serait associée au travail, associée à une maladie, associée à quelconque facteur qui serait pas en lien finalement avec le sport. Fait que c'est vraiment un contexte où ce qu'on voit le plus souvent, c'est que c'est des gens qui vont pratiquer un certain volume d'activité physique qui n'est pas nécessairement de niveau olympique, là, qui peut être très, très, entre guillemets, là, standard là, dans les recommandations qu'on connaît. Là, on pourra parler de ça aussi. Là. Mais bref, c'est un contexte où la personne a une certaine dépense énergétique associée à l'activité physique et les besoins ne sont pas comblés en retour. Et là, je trouve ça intéressant que tu parlais de perte de poids parce que, le Red S, ça peut être une situation où, justement, on essaie d'avoir un déficit énergétique via l'activité physique, mais pourtant, ce qu'on reçoit en retour, c'est un paquet de symptômes qui nous disent que notre corps va pas. Puis, on ne sait pas pourquoi ça arrive. C'est-à-dire que, tu sais, il y a un certain paradoxe quand, comme tu dis d'un côté, on dit, l'activité physique peut occasionner un certain déficit énergétique, puis les gens qui sont en recherche de perte de poids peuvent aller vers cette solution-là ou cette avenue-là plutôt. Mais pourtant, quand on voit ça dans un contexte sportif, là, peu importe le niveau, ce qu'on a en retour, comme je vous disais, c'est des symptômes qui peuvent être assez sévères. Puis on comprend pas pourquoi ça arrive. On comprend pas. En fait, j'ai assisté je me rappelle avoir assisté à une conférence là-dessus l'année dernière au congrès de l'American College of Sports Medicine. Puis il semblerait qu'il y ait une certaine racine un peu évolutive en lien avec ça. C'est-à-dire que le corps va se défendre contre ce déficit énergétique-là d'une manière qui va faire en sorte que la personne va être capable de s'entraîner, donc la personne va être capable de poursuivre ses entraînements et tout ça, mais il y a un paquet de symptômes très désagréables qui vont venir avec le fait d'être en déficit énergétique. Puis c'est là que ça devient compliqué parce que le Red S, les symptômes sont, pour les gens qui nous écoutent ne voient pas ce que je fais avec mes mains, mais le diagramme que l'équipe de recherche a utilisé pour représenter le Red S, c'est un peu comme une espèce de soleil avec plein de petits points autour d'un grand cercle. Et chaque petit point représente un effet potentiel du Red S. Fait que, là-dedans, on peut avoir baisse des défenses immunitaires, problèmes de digestion, problèmes de concentration, problèmes cardiaques, problèmes hormonaux. On pense bien sûr au cycle menstruel chez la femme, mais à peu près tous les systèmes peuvent être touchés par ça. Puis c'est là qu'on a de la difficulté à dire qu'est-ce qui se passe avec l'athlète parce que il n'y aura pas nécessairement de changement sur le poids ou sur la composition corporelle, mais la personne va présenter plein de symptômes. Fait qu'on va commencer à investiguer chacun de ces symptômes-là individuellement. C'est juste, en fait, c'est vraiment qu'on est au fait de ce syndrome-là qu'on est capable de le diagnostiquer ou de présupposer que ça pourrait être ça parce que justement, les symptômes sont tellement larges et tellement non spécifiques que ça devient très, très difficile de l'adresser. Fait que je ne sais pas si ça répond bien pour ce qui est de la définition là, de. Ouais. C'est très méconnu. Je me rappelle là, way back then, là, j'en avais parlé, là, j'avais un poids vraiment faible là, vers 18 ans que j'avais commencé à m'entraîner. Puis j'avais fait des prises sanguines et tout. Puis effectivement, là, mon système immunitaire était vraiment à terre, comme perte de cheveux, problème de digestion, comme tous les symptômes étaient là. Puis à aucun moment, là, il y a un professionnel de la santé qui a comme catché. Puis c'est comme moi, 3 ans plus tard, qui a comme réalisé que c'était peut-être comme ça, là, finalement. Puis ça s'est comme résorbé finalement quand j'ai repris du poids, quand j'ai arrêté de m'entraîner excessivement. Fait que, il faut, comme je pense, continuer d'en parler parce que c'est trop méconnu présentement. Mais c'est un bon point que tu as mis, Antoine, parce que ça peut être chez les hommes aussi. Tu sais, ça part à la base de la triade de l'athlète féminine qu'on connaissait davantage, que là, oui, tu sais, ça peut être une question de menstruation qui sont soit plus là ou difficulté dans les cycles irrégularité dans les cycles menstruels, puis c'est vraiment dangereux, entre autres, pour la densité minérale osseuse, mais c'est en lien avec la baisse d'estrogène, mais quand même, chez les hommes, c'est pour ça que là, on parle du RED, qui est plus large,
ça peut être chez tous les sexes, finalement. Puis c'est ça qui est fascinant aussi. Tu mentionnais perte de poids, mais de ce que j'ai lu, il pourrait ne pas avoir nécessairement de perte de poids aussi chez certaines personnes. Il y a une espèce d'adaptation qui se crée aussi. Puis je pense que c'est important de mentionner que ça peut être involontaire aussi. On va penser à, par exemple, dans ton exemple à toi, Antoine, tu contrôlais un peu volontairement tes apports. Je ne sais pas si c'était préoccupation excessive à l'égard de la nutrition ou trouble alimentaire dans ton cas, mais tu n'es pas obligé de te rendre à un trouble alimentaire ou même de trop vouloir restreindre dans le but de contrôler ton poids. Ça pourrait être aussi que juste tu as tellement un gros volume d'entraînement que tu n'es pas capable de manger assez pour soutenir ça, ou ça peut arriver que des fois, les besoins sont tellement élevés que les athlètes ont de la misère à manger suffisamment parce que l'appétit a comme une certaine limite. Bien, ça peut être aussi sournois que ça de se dire, mais cette personne-là, elle se restreint pas, elle coupe pas volontairement ses apports, elle cherche pas à perdre du poids, mais elle peut quand même développer, il ou elle peut quand même développer le RED. Fait que c'est super intéressant d'en parler, effectivement. J'ai comme tellement de choses, tu sais, mettons, à parler par rapport à ce que tu dis. Tu parlais de l'aspect de la perte de poids. Puis, tu sais, c'est là où ça va devenir extrêmement difficile pour peut-être certains professionnels qui sont pas au courant de l'étiologie du RED-S, de justement reconnaître la problématique, parce que dans notre définition de quelqu'un qui a, par exemple, la triade de l'athlète féminine, il y a la mention, en fait, où il y a le marqueur d'un poids qui serait faible. Mais quand on pense à ça, puis la recherche le démontre, là, les athlètes, les gens qui vont avoir un très grand volume d'entraînement ou qui vont avoir, tu sais, certaines qualités physiques qui sont nécessaires à la performance, c'est à peu près impensable que ces gens-là soient en sous-poids parce que on a besoin d'une certaine masse musculaire. On a besoin d'une certaine densité minérale osseuse, comme tu disais. Et on comprend pas pourquoi c'est comme ça, mais le corps semble protéger la masse totale de la personne, la masse musculaire de la personne, pour justement que le corps soit en mesure de performer quand même. C'est vraiment comme si on était dans c'est comme si c'était un budget. Puis là, le corps est comme, OK, ben là, elle, là, ou lui, il alloue extrêmement beaucoup de dépenses à son poste de dépenses associé à l'entraînement. Il est très, très gros. On va couper un petit peu dans les autres. Mais ça fait en sorte que la personne est quand même capable de performer, perd pas nécessairement de poids, perd pas nécessairement en termes de masse musculaire et tout ça, mais il y a quand même une problématique dans d'autres sphères de sa santé. Puis tu parlais aussi de déficit énergétique, puis ce que je trouve important de mentionner, là, la recherche tend de plus en plus à démontrer que le déficit énergétique, il serait spécifiquement, là, dans un contexte de RED-S, il serait spécifiquement en ce qui concerne l'apport en glucides. Intéressant. Donc, ce que ça pourrait vouloir dire, c'est qu'une personne qui n'est pas en déficit énergétique, mais qui ne consomme pas suffisamment de glucides, pourrait avoir des symptômes associés au RED-S. Parce que les glucides, je vous l'annonce, vous le savez probablement déjà. Breaking news, c'est le carburant de choix quand on s'entraîne, quand on bouge. C'est bon de le répéter. Contrairement à la croyance que ça pourrait peut-être être bon, plus les protéines et tout ça, les glucides, c'est littéralement le carburant que notre corps utilise de façon préférentielle pour produire un effort physique, peu importe lequel. S'il en manque, le corps va s'arranger. Le corps est doté de plein de mécanismes pour ajuster un manque de glucides, mais ça reste que quand il y en a... Ça a des coûts, là. Oui, effectivement, tu sais, puis quand il y en a des glucides, il est vraiment content. Et la recherche est quand même assez claire à l'effet qu'un apport énergétique suffisant, mais un manque en glucides, donc par exemple, quelqu'un qui aurait une diète très riche en protéines ou même très riche en lipides, on pourrait avoir quand même des symptômes de RED-S. Ça, c'est vraiment fascinant parce que cliniquement parlant, des fois, c'est des choses qu'on peut voir, mais c'est le fun d'avoir de la recherche qui vient étoffer ça, en fait. Là, fait que c'est super intéressant, puis ça fait du sens aussi. Mais j'aime ça que tu le mentionnes parce que ce que je retiens, c'est que le corps se permet d'être fonctionnel. Puis là, je vais faire un parallèle parce que moi, je suis pas spécialisée en nutrition sportive, fait que j'ai pas d'exemple en tant que tel à donner, puis je veux pas trop pousser là-dedans parce que c'est pas mon champ d'expertise. Mais si je fais le parallèle avec les femmes que je vois qui essaient beaucoup, justement, de contrôler leur poids, qui vont bouger pour essayer de perdre du poids, puis couper énormément dans les apports, souvent, ce qu'on va me dire, c'est oui, mais tu sais, j'ai pas si faim que ça dans la journée, puis même si je suis en gros déficit, je suis fonctionnelle pareil. Tu sais, je suis capable de travailler, je suis capable de tout faire, puis c'est comme oui, mais attends qu'on commence à réintégrer des apports qui font du sens pour bien nourrir le corps, remettre assez de glucides pour justement donner assez d'énergie pour que les muscles puissent s'entraîner, tout ça. C'est là qu'ils font comme oh, OK, attends, j'étais vraiment pas à mon plein potentiel. Dans le fond, je survivais, mais tu sais, j'étais fonctionnelle au minimum, mais c'est que des fois, ça fait tellement d'années qu'ils vont être dans ce mode-là de fonctionnel au minimum c'est comme devenu leur nouvel état de base. C'est ça qui est fascinant. C'est le fun de t'entendre parler de ça aussi, volet sportif.
Ben, c'est un peu comme si tu as toujours dormi 5 heures par nuit, puis à un moment donné, on t'en donne 8. Mhm. Ça allait là, sur 5 heures, tu étais capable de faire tes journées, mais la marge que tu viens de gagner en termes de bien-être, de sensations, tout ça, grâce à, bon, peut-être 3 heures de sommeil-là de plus, c'est non négligeable. Vraiment. Ouais. Mhm. Vraiment. Hey, puis à l'époque, si ça tombe bien, je faisais une diète sans glucides. Fait que, guys. Ah, intéressant. OK. On est comme un Voilà, petit voilà. cobaye sur cette hypothèse. J'aurais pu faire partie d'un essai randomisé. Certainement. Certainement. Yes. Super. Jasmine, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais mentionner là, par rapport à ce syndrome? Ouais, ben c'est ça, j'ai oublié de le mentionner un petit peu plus tôt. Tu sais, tantôt, on parlait un peu de la triade de l'athlète féminine, puis du fait que justement, bon, maintenant, les hommes sont, entre guillemets, bon, inclus dans le Red S, là. Ben, c'est-à-dire que l'ancienne vision, c'était vraiment la triade de l'athlète féminine, hein, Ouais. avec tu sais, la perte de poids ou l'apport alimentaire insuffisant, la perte des règles et la densité minérale osseuse très faible. Puis, ben, la recherche nous a permis de constater que cette vision-là était très, très réductrice et que les symptômes ne se limitent pas qu'à ça et que ça n'inclut pas seulement les personnes qui sont menstruées, donc potentiellement ben, pas potentiellement là, les hommes également. Puis ce qui est intéressant aussi, une autre chose que la recherche tend à démontrer là, c'est que les femmes seraient peut-être plus sensibles à un déficit énergétique sévère. C'est-à-dire que le corps des hommes et des femmes semblerait répondre différemment ou réagir différemment à une situation de déficit énergétique. Puis d'un point de vue évolutif, on pense que c'est parce que, bon, à cause de la fonction de reproduction et tout ça, que la femme doit assumer la croissance du fœtus et tout ça, ben, on pense que justement, c'est comme si les signaux d'alerte se déclenchent plus rapidement chez les femmes en situation de déficit énergétique, mais ça veut pas dire que c'est moins sérieux chez les hommes. Ouais. Les conséquences peuvent être tout aussi néfastes, mais moi, ce que je trouve bien, c'est qu'on s'est rendu compte que, ben, on n'était pas limité à seulement les femmes qui pouvaient souffrir de ce problème-là. Oui, bien, c'est super intéressant de le nommer parce que je pense que c'est un sujet qui est quand même, tu sais, même chez les femmes, c'est un peu méconnu, là. Tu sais, nous, on le sait parce qu'on est tanké dans la nutrition, on a déjà entendu parler du REDS, mais déjà chez les femmes, et là, d'extrapoler ça chez les hommes, c'est comme Mm-hmm. moi-même, j'ai été surprise de voir que maintenant, on en parlait un petit peu plus parce que, comme je dis, c'est vraiment pas ma clientèle puis mon champ Mm-hmm. d'expertise. Ouais, Ouais, mais au ouais. même titre qu'il y avait comme certains troubles alimentaires aussi qui étaient comme plus, ben, en fait, qui sont plus prédominants chez les femmes, mais c'était comme mis de côté que des hommes pouvaient les avoir aussi, mais comme maintenant, ils en parlent Mm-hmm. plus, là, puis je pense que ça a Ouais. comme été dans la même évolution du discours public finalement, là, tout ça. Ouais, ouais, Bien. C'est bien parce que, tu sais, ouais. je ferme la parenthèse après, mais quand on parle, tu sais, qu'on entend parler de poids, là, les messages qu'on entend tout le temps, c'est mange moins, bouge plus. Fait que, tu sais, si on extrapole ça à justement quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de sport, puis qui se met à manger moins en se disant peut-être que ça va m'aider à perdre du poids, puis que la fausse croyance que perdre du poids, ça va nécessairement être une bonne chose automatiquement. Tu sais, il y a des contextes, il y a plein d'éléments à prendre en considération, mais dans un cas comme ça, je peux comprendre que quelqu'un se dise que ben, c'est une bonne chose, dans le fond, parce que ça va améliorer ma santé, puisque tous les messages qu'on entend, c'est perte de poids égale, c'est une bonne chose. Mais il y a Ouais, des risques aussi. Fait que c'est ça. Faut toujours peser le pour et le contre. Et puis ça, c'en est ouais. un bon, là. Ouais. Puis là où ça devient très, très dangereux, c'est quand on se met à croire que la perte de poids va occasionner une amélioration de la performance. On le voit On dans en les parler. sports d'endurance, Ouais. on le voit dans les sports d'endurance où il y a toute une notion de puissance par kilogramme de poids corporel, la vitesse et tout ça. Puis c'est comme si, avec le corps, on a fait une espèce d'équation mécanique très, très simple. Ben, c'était plus lourd, c'était moins lourd, il y a moins de masse à déplacer, tout ça, mais ça marche tellement pas comme ça. On est tellement plus complexe que ça. Puis c'est comme si on pensait que ben, un corps moins nourri va produire la même performance au niveau Oui, bioénergétique et c'est tout ça qui est, ça. ça qui est Mais c'est parce fascinant. que ça change. Mais pourtant, quand tes stocks de glycogène, de glucides dans le corps sont vides, t'avanceras pas au même rythme, là. Donc, c'est ça qui Vraiment devient pas. problématique, là. Parlant de ça, Ouais. Sarah et moi, on a eu une discussion il y a quelques semaines, puis Ouais. bon, on parlait Je justement pensais la là, même affaire. ouais, c'est ça. Si tu regardes, c'est ça, mettons les athlètes olympiques, ils ont tous une composition corporelle vraiment différente en fonction de la discipline pratiquée. Puis c'est ça, c'était comme une idée reçue de bon, les marathoniens sont tous extrêmement minces, là. Euh, Pas tant de masse musculaire haut du corps, en tout cas, là. Puis on se demandait justement là, si c'était vraiment, tu sais, y avait-tu un impact, y a-tu des études là-dessus? As-tu déjà entendu quelque chose par rapport à ça?
Je dirais que la recherche tend plutôt à démontrer que c'est certaines populations qui vont avoir des caractéristiques biologiques, génétiques qui vont Oui, favoriser la performance. Plus particulièrement, les gens qui vont venir, les gens qui sont de l'Afrique, des choses comme ça, plus particulièrement le Kenya. Et la recherche tend à démontrer que ces gens-là ont certaines caractéristiques qui sont très, très, très favorables à la performance, mais c'est pas nécessairement parce qu'ils ont un corps plus mince. C'est juste que dans leur bagage génétique, il y a des choses qui font en sorte qu'ils sont plus prédisposés à performer. Puis là, après ça, ben, est-ce que l'entraînement qu'ils font occasionne certains changements ou oui, un maintien d'une certaine composition corporelle? Mais c'est un peu comme dire, est-ce qu'une corrélation, ça veut dire oui, causalité? Oui, c'est ça. Moi, je vois ça plus comme ça, parce que de la variabilité, dans des gens qui vont performer dans des épreuves de longue distance, il y en a énormément. Puis après ça, c'est sûr que nous, les personnes qu'on voit, c'est les personnes qui vont gagner, la médaille d'or, la médaille d'argent, de bronze, etc. Mais en réalité, aux Olympiques, jusqu'à la 20e, peut-être 30e position, tu es dans l'élite mondiale. Fait qu'on regarde pas nécessairement ces gens-là. On regarde pas à quel point ils sont peut-être différents du premier, deuxième, troisième. Fait que, est-ce qu'on a vraiment un portrait juste? Moi, j'en doute, là. Ouais, ben c'est ça. Puis à l'inverse, si là, on parlait de gens minces, mais à l'inverse, là, tout ce qui est haltérophilie, dynamophilie, souvent, c'est des corps vraiment plus gros aussi. Mhm. Fait que je me demandais si ça venait de où finalement? C'est probablement d'un apport énergétique plus élevé, je vais prendre le plus de masse possible. Là. Souvent, dans ces sports-là, plus travailler leur force. Fait que d'après moi, c'est juste comme peut-être des facteurs qui viennent avec plus peut-être que comme la raison de leur performance. Là. Oui, ouais, c'est ça. Puis, on le sait qu'il y a quand même un certain lien entre la masse musculaire et la force. Fait que, c'est clair que chez, par exemple, les haltérophiles, il y a un gain de masse musculaire à un certain moment dans leur planification annuelle Ouais. qui est probablement Oui. tout à fait pertinent, là. Ouais, OK. Ouais. En tout cas, c'est pas ça le sujet d'aujourd'hui, mais c'est venu sur la table. Super. Ça Là. commence, on part dans tous les sens. Souvent, on a Ramenons des ça à petites la femme. réflexions comme ça Oui, au très téléphone, souvent. Sarah et moi, puis on laisse les questions en suspens parce que sinon, il y aurait trop de choses à, à Alors, on chercher. a Puis... des C'est pages de parfait. questions en suspens. Oui, c'est ça, exactement. Puis, si on revient un peu. Oui, vas-y, Sarah. Excuse-moi, vas-y. Non, je ramenais ça plus. Mettons qu'on revient à la base là, de la santé de la femme près de la ménopause. C'est quoi les principaux changements au niveau, qui pourraient avoir un impact au niveau composition corporelle, masse musculaire, hormones sur l'entraînement? Est-ce qu'il y a des différences par rapport à quelqu'un qui n'est pas ménopausé, par exemple, une femme, Mhm. c'est ça, du métabolisme, la masse musculaire, y a des choses qu'il faut prendre en considération? Mhm. En fait, ce qu'il faut savoir d'entrée de jeu, c'est que ben, le profil hormonal d'une femme, c'est très, très différent du profil hormonal d'un homme, plus particulièrement en ce qui a trait aux hormones sexuelles. Donc, on sait que chez la femme, les hormones qui vont réguler le cycle menstruel à chaque mois ou à peu près sont l'estrogène et la progestérone. Et en fait, on sait que ces hormones-là vont fonctionner sur un rythme à peu près équivalent, dans une période à peu près prédéterminée. Bon, si on y va avec des valeurs très, très, entre guillemets, textbook, on parle d'une durée d'un cycle menstruel d'un mois, bon, de 28 jours. Puis on sait que ce cycle-là de 28 jours va se répéter jusqu'à temps que les symptômes de la préménopause arrivent et va être à peu près toujours équivalent en termes de variabilité des taux d'hormones sexuelles. Puis ce qui arrive avec la ménopause, c'est qu'il y a une espèce d'instabilité ou justement de variabilité qui vient s'installer dans le relâchement, la production de ces hormones-là, ce qui fait qu'ils suivent plus leur rythme biologique normal de 28 jours. Donc là, très concrètement, ce qu'on peut voir en termes de premiers signes de la ménopause, c'est bon, des règles irrégulières, peut-être des règles qui sont manquées, peut-être des segments qui sont très, très courts, très, très longs. On voit que, ben, justement, ça commence à s'en aller un petit peu dans tous les sens. C'est plus facile à savoir quand on est une femme qui a été régulière précédemment. Là. Mais bon, ça reste que cette espèce de variabilité-là va être généralement un premier signe de la ménopause ou de la préménopause, je devrais dire. Et bien, on sait que c'est parce que les taux d'hormones sexuelles, plus particulièrement l'estrogène, vont se mettre à justement également aller dans tous les sens et ne suivront pas leur pattern habituel. La ménopause, en fait, ce que c'est de façon très, très clinique, on va dire que c'est le moment où ça marque en fait la date où la personne n'aura pas eu ses menstruations depuis 1 an. Donc, on dit, après 1 an sans règles, on peut dire, ben, officiellement, la personne est ménopausée. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que, ben, justement, les taux d'hormones sexuelles sont devenus très, très basses et l'estrogène en particulier qui va être devenu très, très, très basse, presque à des taux qui sont inférieurs là, à la période prépubertaire. Et ça, en fait,
ce qui s'accompagne de ça, ben, c'est qu'on perd tous les effets qui étaient un peu corollaires à l'estrogène. Et ben, ce que l'estrogène fait, c'est énormément de choses. Donc, l'estrogène est impliqué dans la contraction musculaire. L'estrogène est impliqué dans le métabolisme énergétique. L'estrogène est impliqué dans la santé cardiovasculaire, comment nos artères, nos vaisseaux sanguins se dilatent et tout ça. Donc, l'estrogène a vraiment un rôle très, très parapluie dans le corps humain et est impliqué dans beaucoup de fonctions. Et là, ben, ça veut dire que toutes ces fonctions-là vont changer. Et ce qui arrive avec le changement de ces fonctions-là, c'est que ça a un impact direct sur la santé et sur le risque de développer certains problèmes de santé. Plus particulièrement, je peux vous parler de ce qui concernait plus mes études doctorales, Oui. tout ce qui est problème de santé cardio-métabolique. Donc, maladie cardiovasculaire, le risque de diabète de type 2 augmente, mais on sait qu'il y a aussi des changements au plan orthopédique, au plan au plan musculo-squelettique, là, souvent, les gens vont rapporter des douleurs musculo-squelettiques, un plus grand risque de blessure, en fait, une plus grande occurrence de blessure. Mais c'est que l'estrogène joue un rôle dans si on veut, j'ai juste qualité en tête, là, mais la façon que le tendon est lubrifié, solide et tout ça. Donc, au niveau tendineux, il peut y avoir des changements là, très, très importants quand il y a des changements avec l'estrogène. Mais bref, donc c'est ça. Il y a un changement assez important sur le plan du risque cardio-métabolique. Puis je tiens à mentionner que ben, chez les femmes, oui, ça arrive à la ménopause, mais chez les hommes, ça arrive beaucoup plus tôt. Donc, les changements au plan hormonal ou les changements au plan de la fonction cardiovasculaire, chez les hommes et les femmes sont relativement les mêmes. C'est juste que chez les hommes, ça va arriver beaucoup plus tôt, alors que la femme va bénéficier d'une espèce de protection grâce à l'estrogène qui va s'étendre jusqu'à beaucoup plus tard. Donc, c'est pour ça qu'à partir de la ménopause, il y a un risque marqué, mais tout le monde, à peu près en vieillissant, va voir son risque cardiovasculaire et métabolique augmenter. C'est juste que chez les femmes, ça va arriver plus tard. Intéressant. Ouais. Puis, est-ce que dans le cadre de tes recherches, tu es tombé sur un peu des données qui parlaient de comment va se comporter la masse musculaire avant la ménopause versus après? Puis j'étirais ça un petit peu plus, faire le parallèle avec le fameux métabolisme de base. Ce qu'on entend, en tout cas, je sais pas pour toi, mais j'ai longtemps entendu, avec la ménopause, automatiquement, le métabolisme de base va baisser. Puis j'aimerais ça t'entendre si, dans c'est ça, toutes tes recherches, t'as passé, t'as vu passer des choses sur ce sujet-là, finalement. Ouais. Ben, en fait, c'est une très, très bonne question. C'est vrai que c'est un point qu'on nous amène souvent, en termes de, quand on est dans un contexte de prescription d'exercice, de suivi en entraînement et tout ça. Oui, la ménopause et la baisse d'estrogène ont un impact sur la masse musculaire parce que, ben, l'estrogène est également impliqué dans la synthèse, en fait, ce qu'on appelle la synthèse protéique. Donc, la construction de nouveaux tissus musculaires. L'estrogène joue un rôle là-dedans. À certains moments, on pourrait même dire que l'estrogène, c'est un petit peu comme la testostérone au plan de ce qui s'appelle l'anabolisme. Donc, l'anabolisme étant tout ce qui est la construction de nouveaux tissus, là, la croissance, en fait, des tissus. Ben, l'estrogène fait ce travail-là chez les femmes qui est en fait parallèle à la testostérone chez les hommes. Donc, bref, tout ça pour dire, effectivement, l'estrogène joue un rôle sur la masse musculaire. Et donc, à la ménopause, on la voit, cette perte de masse musculaire-là, qui est également parallèle à la perte de masse musculaire qu'on voit avec le vieillissement normal, qui commence, la perte de masse musculaire normale, entre guillemets, si on veut, commence avant la ménopause, commence à un âge qui est plus jeune que l'âge correspondant à la ménopause, autant chez les hommes que chez les femmes. Fait que c'est tout à fait normal. Par contre, à la ménopause, effectivement, ça va être accentué. Fait qu'on va voir ce changement-là peut-être un petit peu plus marqué. Ça va être la même chose pour la densité minérale osseuse, considérant que l'estrogène joue. J'ai l'air de dire que l'estrogène fait tout, mais c'est un peu ça, tu sais. She's the queen, l'estrogène. She's the queen, absolutely. Donc, c'est ça, l'estrogène joue également un rôle très, très important dans la synthèse du tissu osseux. Donc, ces deux tissus-là vont voir leur densité diminuer beaucoup à partir de la ménopause. Là où le bas blesse, c'est que en ce qui a trait du métabolisme de repos, on n'a jamais été capable, en fait, on n'a jamais été capable de démontrer que cet effet-là, il était significatif sur le plan clinique. C'est-à-dire que ça se peut qu'il y ait un changement du métabolisme de repos en lien avec une perte de ce qu'on appelle la masse maigre. La masse maigre étant, oui, la masse musculaire, mais également la masse osseuse et également tout autre tissu qui n'est pas du tissu adipeux finalement, qui est dans notre corps. Puis on le sait que de façon générale, le tissu maigre, c'est ce qui consomme le plus d'énergie.
Fait que sachant ça, on sait qu'il y a aussi une perte de masse maigre avec la ménopause. Puis, sachant ça, on pourrait conclure qu'effectivement, il y a une baisse du métabolisme de repos. Mais il semblerait que cette baisse-là soit négligeable en termes d'implication clinique. Ce que je veux dire par implication clinique, c'est qu'on n'est pas capable de mesurer que c'est à cause de ça qu'on verrait des changements sur le plan, par exemple, du métabolisme du glucose, du métabolisme des lipides. On n'est pas capable de dire, ben, le changement de dépense énergétique a réellement un impact sur votre santé. Donc, il est probablement très minime, ce changement-là. Peut-être quelques pourcentages par jour, sans plus. Puis par rapport au poids... Excuse-moi. Excuse-moi. Au même titre que, tu sais, quand on dit le fameux prendre la masse musculaire, augmenter ton métabolisme de repos, tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que comme ça aussi, là, c'est quand même, ben, après plusieurs années peut-être d'entraînement contre résistance, on va peut-être voir comme quelque chose de plus significatif, mais comme c'est négligeable. Je pense que c'est faire comme 8-10 calories par kilo de masse musculaire, de même. Corrige-moi, Jasmine, c'est pas exactement ça, mais tu sais, à l'inverse aussi, on pourrait voir que, tu sais, oui, effectivement, tu prends une coupe de livres de masse musculaire, ça veut pas dire que tu brûles, tu dépenses 500 calories de moins par jour, là, tu sais, finalement. Ouais, ben... C'est là que ça devient intéressant, je trouve, parce qu'on entend beaucoup parler par rapport à, justement... Ben, il y a un très large spectre dans tout ça, mais tu sais, s'il y a une bonne perte de poids par rapport à justement des apports qui sont insuffisants, que c'est volontaire, tout ça, ben là, on voit, là, je le pousse à l'extrême, mettons la médication comme le Wegovy et compagnie, où on va chercher une bonne perte de poids avec une restriction quand même importante, ben là, oui, il va y avoir une bonne, c'est même problématique, une bonne perte de masse musculaire. Je pense que c'est important de faire la distinction entre les deux pour que, tu sais, dans ces cas-là, je pense que oui, là, ça fait une grosse différence, puis la dépense énergétique va baisser beaucoup, ce qui fait que ça devient encore plus difficile de perdre plus de poids. T'sais. Mais là, si on revient à notre sujet ici, je trouve ça intéressant de le mentionner parce que moi, comment je l'entends, c'est souvent comme si c'était une fatalité. T'sais. Mon métabolisme baisse, donc automatiquement, je vais prendre du poids puis je vais perdre la masse musculaire. Puis là, ma sous-question, c'est est-ce que c'est si significatif que ça? Puis est-ce que c'est vraiment une fatalité ou c'est juste chez une femme sédentaire que ça va se passer, au même titre que même avant les ménopauses, une femme sédentaire va perdre, puis je pense que c'est la même chose pour les hommes, de la masse musculaire si on ne l'entretient pas, là, finalement, cette masse musculaire-là. Fait que sans prendre la masse musculaire, est-ce qu'il y a moyen de ralentir cette progression-là de perte de masse musculaire qui est normale, puis accentuer à la ménopause? Oui, bien absolument, via l'exercice contre résistance, hein, la stratégie que moi j'étudie depuis presque 5 ans. Là. Donc oui, effectivement, je pense que tu sais, il y a plusieurs volets dans ta question. Oui. Non, c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité dans le sens où, tu sais, à peu près tout le monde va vivre ça. Puis, il y a pas nécessairement de conséquences extrêmement graves à une perte de masse musculaire qui serait normale associée au vieillissement. Là où on trace la ligne, c'est quand la perte de masse musculaire devient trop importante pour que la personne puisse être en mesure de maintenir ses activités quotidiennes et qu'elle développe, ce qu'on appelle un syndrome de la fragilité. Moi, je suis pas une experte en ce qui a trait de tout ce qui est fragilité, sarcopénie, dynapénie, tout ça, mais en fait, ce que je peux vous dire, c'est qu'on trace la ligne au moment où cette perte de masse musculaire-là, elle est importante à un point où les activités quotidiennes de la personne est affectée parce qu'elle a perdu, force, tonus, etc. Puis, ça devient problématique. Et là où c'est pas une fatalité, c'est qu'on sait que l'exercice contre résistance, combiné à un apport énergétique suffisant, je tiens à le dire, est une stratégie qui fonctionne très, très bien pour maintenir la force, maintenir la masse. Ça veut pas dire qu'on va pouvoir éviter toute perte de masse musculaire, même si on fait de l'entraînement contre résistance après la ménopause. Mais clairement que c'est pas une fatalité. Puis tu sais, en fait, par rapport au... Antoine t'a dit tout à l'heure, tu sais, le gain ou la perte de dépenses énergétiques quotidiennes en ce qui a trait au métabolisme de repos, peut-être que ça sera à peu près un 7, 8, 10 kilocalories par kilogramme de masse musculaire. Les chiffres vont varier probablement d'une personne, d'une population à l'autre. Moi, ce que je trouve, c'est qu'on met un focus très, très important sur le métabolisme de repos. Puis pourtant, là où la masse musculaire va nous aider, c'est dans l'accomplissement de nos activités quotidiennes, que ce soit activité physique ou activité de la vie quotidienne. Puis moi, ce que je pense, c'est que le maintien ou le gain de masse musculaire a des répercussions sur ma capacité à produire un effort physique. Oui, je trouve que c'est ça, je trouve que le focus n'est pas nécessairement à la bonne place parce que notre métabolisme de repos, premièrement, on n'a pas toujours accès à des méthodes fiables pour le mesurer. Parlons-en. Premièrement. Les petites formules sur Internet, là, c'est limité. Exactement. Mais en plus de ça,
on n'a presque pas d'impact là-dessus, alors que ma capacité à produire un effort, à améliorer, si on veut, ma capacité physique, ma condition physique, ça, j'ai du contrôle là-dessus. Puis ça, ben, le maintien ou l'augmentation de la masse musculaire, ça a un impact. On le sait que Ouais. dans certaines disciplines, une certaine masse musculaire va être plus favorable aux performances. Et on sait que ça va être simplement plus facile de faire certaines activités avec une masse musculaire qui va être suffisante. Je fais un peu du pouce sur ce que tu disais là, au niveau les méthodes de mesure de métabolisme. Je me rappelle, j'avais été cobaye pour ça. T'es assis dans une pièce, puis t'attends. Fait que là, il mesure là, en fait, là, plein de signes vitaux. Mais malgré ça, tu sais, on en a parlé dans un autre épisode, Sarah, ou peut-être, en tout cas, sur le site. Ouais, c'est tout est possible. On jasait du fait que les gens prennent les changements d'habitude de vie du mauvais sens. Souvent, c'est comme je veux changer mes habitudes de vie, je veux perdre du poids. Alors qu'au contraire, tu devrais débuter par améliorer ta condition physique, améliorer ta qualité musculaire, pas juste la masse totale, mais comment tu l'utilises, améliorer comme tout ce qui est neural aussi. Puis après ça, tu vas pouvoir potentialiser les effets sur ta santé, pas juste par la perte de poids, mais par être capable d'aller chercher des bonnes intensités, de les maintenir longtemps, d'avoir un très bon volume d'activité physique. Puis ça va donner des super bons effets finalement, plutôt que juste comme faire je dois prendre la masse musculaire, genre je suis sur la balance très comme c'est pas juste ça l'important. Puis au même titre, dans le vieillissement, comme je disais, il y a la qualité musculaire aussi. Fait que, pendant un bout, on parlait justement d'essayer de maintenir le plus possible la masse musculaire. Puis en tout cas, je pense mon dernière année de bac, justement, il y a quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à ça. Éléonore, là, finalement. On en avait parlé. Puis c'était comme ça, c'était plus de maintenir en fait la force en vieillissant finalement. Puis ça me fait penser justement au fait que l'estrogène joue un rôle là, dans la contraction musculaire. Puis l'auteur que tu m'avais envoyé, là, Stacy Sims, justement, elle rapportait que c'est important là, chez les femmes de développer la force qui est différente de la masse musculaire. En passant, pour ceux qui nous écoutent, la force, c'est plus comme un stimulus. Aller travailler tout ce qui est système neural, là, pas juste masse musculaire. C'était de travailler ça pour venir justement contrebalancer un petit peu l'effet que l'estrogène n'a plus, dans le fond, sur la contraction musculaire. Puis, en passant, faire de la force, il y a un potentiel hypertrophique relativement limité. Là. C'est pas. Il y a ceux qui ont peur de prendre la On masse deviendra pas des musculaire. Hulkesses en levant des poids. Non, Ouais. c'est souvent une peur là, qui est mentionnée. Puis, Total, oui, effectivement, là, ouais. il y a un petit peu d'hypertrophie, mais Ouais. c'est pas ça le but de la méthode non plus, finalement. Je pense qu'on. Excuse-moi. Oui, ben j'allais simplement dire, je pense qu'on accentue, peut-être qu'on s'attend de l'entraînement contre résistance qui est vraiment comme une prise de masse musculaire qui soit impressionnante rapidement. Je pense que les images qu'on voit dans les médias sociaux et tout ça nous renvoient à cette idée-là que les gens qui font l'entraînement contre résistance régulièrement sont très, très musclés, ont une très grosse masse musculaire. Mais pourtant, en tout cas, on vient mon équipe de recherche et moi, on vient de publier. Elle va être publiée dans quelques jours, quelques semaines, une méta-analyse sur le sujet. Nous, on a regroupé toutes les études qui sont intéressées à la prise de masse musculaire en lien avec le métabolisme du glucose, puis la prise de masse musculaire moyenne qu'on a vue sur toutes les études d'intervention, peu importe la durée, là, c'est environ 1 kg de masse musculaire. Fait que ça prend quand même beaucoup d'années avant de voir des changements qui sont très, très importants. Ben, niveau entraînement, puis niveau comme nutrition aussi, c'est vraiment un ensemble des deux. Fait que, exact. En plus, je vois beaucoup, en tout cas, dans ma clientèle, les femmes qui s'entraînent au gym, souvent, sont sous-alimentées. Là, fait que, on Mange moins, bouge plus. On verra, là, la prise de masse musculaire, ça risque de ne pas être optimal. Là, fait que, ça ne va pas fonctionner. Non, c'est ça. Mais je veux juste faire une petite parenthèse, c'est super pertinent. Puis, on disait justement, Antoine, tu parlais de, l'entraînement est beaucoup utilisé dans une optique de peut-être vouloir modifier son corps, mais en fait, quand les gens parlent du modèle, je veux changer mes habitudes de vie, je veux développer des saines habitudes de vie, puis pour perdre du poids. Mais ça revient beaucoup au discours qu'il faut faire la distinction entre poids et santé. On l'associe automatiquement tout le temps. Puis effectivement, c'est pas nécessairement parce que je développe des saines habitudes de vie qu'automatiquement je vais perdre du poids. Puis l'inverse est aussi vrai, je peux avoir des très
des habitudes de vie très malsaines et quand même perdre du poids. Fait que je trouve ça intéressant de ramener, puis je comprends d'où ça vient. Tu sais, les femmes aussi, on va se le dire, là, la relation des femmes avec l'activité physique est pas si simple que ça. Là. Tu sais, il y a beaucoup de traumatismes par rapport à ça avec toute la culture des diètes puis du fitness pour pouvoir justement perdre du poids. Il n'y a pas toujours la notion de plaisir, etc., mais c'est que les messages ont toujours été par rapport au poids de bouger, d'utiliser l'activité physique pour perdre du poids et non pour justement la santé globale. Parce que, puis, tu sais, ça va loin parce que dans les consultations, c'est des choses que j'entends souvent. Sarah, ça sert à quoi que je continue de bouger? Je perds pas de poids, ça balance. Hey, il y a tellement d'autres bénéfices, mais c'est vrai que si on garde le focus juste sur l'effet que ça va donner sur le poids, puis en plus, le chiffre, ça balance, on s'entend qu'il peut augmenter aussi, là, s'il y a une bonne prise de masse musculaire ou. Puis ça revient aussi à je pars de où? Tu sais, est-ce que j'ai jamais bougé de ma vie? Tu sais, moi, je remonte à il y a seulement quelques années, j'ai commencé à faire plus d'entraînement puis à mettre plus des charges dans mon haut du corps. Puis avant, c'était juste le bas du corps que je faisais dans mes loisirs que je faisais. Mon corps a changé, s'est développé, mais je suis contente de ça, en fait. La culture des diètes dirait peut-être qu'une femme musclée, je ne suis pas hyper musclée anyways, là, mais je suis allée chercher mon potentiel qu'il fallait que j'aille chercher. Puis c'est pas exponentiel depuis, là, je ne suis pas en hypertrophie intense, là. Mais ce discours-là, il est intéressant aussi de revoir tu sais, pourquoi j'utilise l'activité physique? Tu sais, est-ce que c'est juste une notion d'esthétisme ou justement, c'est ma santé? Puis après ça, oui, c'est le côté fonctionnel, mais c'est aussi le petit côté féministe qui va ressortir et dire hey, là, maintenant, je suis capable là, de les lever, tous mes sacs d'épicerie, même les plus lourds, j'ai pas besoin de personne. Là. Je déménage mes boîtes, je suis capable de les lever tout seul. Là. Tu sais, j'ai eu une petite anecdote super drôle par rapport à ça où justement, je me suis donc bien fait dire souvent tu seras pas capable de la lever, elle est trop lourde. Puis j'étais comme ben non, là, je suis comme vraiment masse de la lever, puis c'est bien correct. Tu sais. Fait que dans mon quotidien, je trouve ça le fun aussi de l'utiliser pour cette façon-là. Puis j'en ai vu des cas plus extrêmes où passer la cinquantaine, la soixantaine, sans se rendre dans les âges plus avancés où il y a des femmes qui avaient tellement fait de diète toute leur vie puis qui étaient tellement en déficit énergétique important depuis longtemps sans être dans un trouble alimentaire que dans les cas plus extrêmes, tu sais, les dames avaient la misère à se lever de leur chaise, puis c'était énormément. Ça demandait beaucoup d'efforts, puis c'était pas des personnes de 90 ans, là, c'était pas des personnes qui étaient en perte d'autonomie, c'était des personnes qui ont perdu dans leur quotidien ça parce que, justement, il n'y a pas eu l'utilisation du sport, de l'entraînement, peu importe, l'activité physique pour ces raisons-là, mais aussi le déficit énergétique était tellement grand que là, oui, malheureusement, ça a affecté la masse musculaire. Je voulais pitcher plein d'affaires par rapport. Je ne sais pas si tu m'avais suivi. Ben oui, vraiment. Vraiment. C'est ben, vraiment moi, intéressant. Ben, moi, ce qui me fait de la peine, là, je vais le dire, ce qui me fait de la peine comme kinésiologue, c'est que les gens ne voient pas tout ce que l'activité physique peut leur apporter, qui n'est pas en lien avec justement un changement du corps, un changement d'apparence. Puis, tu sais, en tout cas, peut-être Antoine, tu me diras qu'est-ce que tu en penses, mais moi, ce que je vois à date, là, autant dans ma pratique que dans la recherche que dans ce que des collègues me disent, c'est que c'est comme si l'effet de l'activité physique sur le poids, c'était le moins clair de tout, tu sais, de tous les effets. On le sait que l'activité physique améliore la capacité cardio-respiratoire, améliore la flexibilité, améliore l'endurance musculaire et cardiovasculaire, améliore la force, améliore la concentration, améliore la qualité du sommeil. Ça, là, tu sais, des études qui vont démontrer ça, là, je vous en sors demain. Mais l'effet sur le poids, c'est comme si c'était le moins clair au plan scientifique et empirique, et pourtant, c'est là que les gens accrochent. C'est là que les gens ont des attentes. Moi, je trouve ça difficile. Mange moins, bouge plus. Je suis d'accord avec toi à 100%, mais je comprends j'allais sacrer, vraiment d'où ça vient, puis c'est fâchant parce que c'est ça, tu sais, encore aujourd'hui, en 2024, tu rouvres TikTok, tu rouvres tes réseaux sociaux, tu te fais bombarder de messages comme ça, puis c'est les photos avant-après tout le temps aussi, puis le avant-après, ben t'as la fille, son What I Eat in a Day qui est comme des fois pas suffisant, mais son quasiment What I Do in a Day en termes d'activité physique, c'est comme, elle fait juste ça de sa vie, tu sais, fait que tu associes rapidement aussi qu'il faut que tu bouges pour avoir ce corps-là. On te laisse croire que tu peux perdre du poids de façon localisée, comme, ah ben je peux avoir des abdos, je peux perdre mon ventre si je fais des abdos, tu sais, c'est tout ce genre de messages-là que c'est des fausses croyances, mais en même temps, puis tu sais, je fais pas l'advocacy pour les gens, là, c'est juste, moi aussi, ça me fait full de peine, mais en même temps, je suis comme, crime, j'ai compris les femmes d'être mêlées, là, on est dans un drôle de monde, là, autant au niveau nutrition, puis je vis la même chose en nutrition, là, tu sais, le nombre de fois que je suis comme, ça n'a pas de bon sens, les gens savent même plus c'est quoi bien manger, parce que, puis je les comprends, parce qu'il y a tellement de messages contradictoires partout que, bien, pour une personne, bien manger, ça va être de couper les glucides. Pour une autre personne, bien manger, ça va être de manger quasiment juste des fruits puis des légumes, puis pas pantoute de viande animale, ça va juste être végétal. Un peu de glucides, mais pas trop. Pour une autre personne, ça va être d'autres choses. Puis la réalité se situe un peu dans... Tu sais, c'est pas la même chose pour tout le monde. Là. Tout le monde trouve son propre équilibre, mais
sais, la réalité est simple. On a des données très claires sur c'est quoi avoir une alimentation équilibrée de base. Mais après ça, quand tu te mets à questionner les gens, c'est fou les réponses que tu vas obtenir. Encore cette semaine, il y a une personne qui me parlait de sa journée, puis quand on a analysé un peu ses apports dans la journée, c'était comme clairement insuffisant, puis ça l'a vraiment marqué parce qu'elle disait « Mais Sarah, moi, dans ma tête, là, ça, c'était ma meilleure journée. Là. » C'est fascinant quand même, puis j'imagine que le parallèle se fait très bien au niveau de l'activité physique aussi. Là. Ben oui, puis, mais tu sais, si je peux rajouter là, sur le poids puis l'activité physique, je trouve que, comme je mentionnais rapidement tantôt, je pense que l'activité physique va avoir un effet comme plus indirect sur la gestion du poids parce que le corps est une machine intelligente. Tu sais, on peut voir des diminutions, en fait, du NEAT après un entraînement intense. Fait que, mettons, tu t'entraînes une fois intense 2 heures le matin. Dans le restant de la journée, il y a une tendance, le corps à diminuer un petit peu, bon, tout ce qui est Définis le NEAT, t'appliquer. Antoine, pour Le les NEAT, gens. c'est toute la dépense énergétique, toute l'activité physique que tu vas faire qui n'est pas volontaire. Tu sais, fait que cuisiner, faire ton ménage, taper du pied, te gratter, toutes ces affaires-là, finalement, ça tend à diminuer. Bon, c'est sûr que l'effet net, quand tu ajoutes un exercice, bon, quand même un petit peu plus élevé, mais tu sais, juste pour dire que le corps, il y a des mécanismes en place pour ça. Où est-ce que je m'en allais avec ça? Oui, c'est ça. L'effet sur le poids comme plus indirect. Oui. Ben, comme Jasmine aussi disait, en fait, c'est que ta masse musculaire va te permettre d'en faire plus. Fait que, oui, c'est ça. C'est tu ça qui vas est tu vas intéressant. avoir moins de difficulté à être plus actif dans ta journée avec l'activité physique. Puis, je Ça va voyais être moins certains chiffres dans difficile. les études, puis des fois, tu sais, un gros comme régime d'exercice, ça peut amener peut-être un 2% de réduction, mais tu sais, c'est pas partout, c'est pas chez tout le monde. Tu sais, ça peut augmenter la faim beaucoup aussi chez certaines personnes. Il y en a d'autres qui non, ça va diminuer la faim. Puis une autre chose qui est intéressante aussi, c'est outre le fait de genre, je me suis entraîné, je veux pas scraper ça avec un beigne, là, souvent que j'entends. Là. Premièrement, tu vas pas scraper ça avec un beigne. Mais Ouais. l'activité Scrap, physique, oui. En tout ouais, cas, c'est on ça. parle pas sur ce sujet-là. Non, non, non. On On parle pas. verrait une Je parenthèse me peut-être trop retiens. longue. Je sais, je me retiens. Mais j'ai vu certaines choses là, qui mentionnaient que les gens qui s'entraînaient avaient une meilleure sensibilité, dans le fond, à leurs Ben signaux oui, de faim et c'est de là que je m'en satiété. Fait que, allais. tu sais, ça, Exact. c'est un autre effet direct sur la gestion du poids. Puis par gestion, je ne veux pas dire perte. Là. La gestion, c'est bien plus large que ça. Puis sinon, une autre chose qui était super intéressante de noter, tu sais, des fois, on dit éloignez-vous de la balance, là, puis on avait une discussion, Sarah, par rapport à ça, justement, les plis adipeux et tout, dans quel cas on peut les utiliser, ou un DEXA, d'ailleurs, là, qui font beaucoup à Sherbrooke. Il y avait des Explique trucs qui c'est quoi un montraient que DEXA pour les gens qui nous écoutent, c'est Antoine. un genre J'ai de l'air tellement naïf rayon... dans ce podcast-là. À Ouais. chaque fois, je pose des questions, mais On le je sait connais que tu la le réponse, sais. là, mais je veux que les gens comprennent. C'est de l'imagerie, dans le fond, là, pour comme scanner ton corps, puis comme voir le nombre de grammes de gras que tu as finalement par rapport à tout ce qui est masse maigre. Là. Fait que grosso modo, c'est ça. De manière très, très, très simple. Fait que ça permet de mieux évaluer la composition corporelle que la balance, qui est vraiment mauvaise, juste pour ça. Puis ce qu'on voyait, c'est qu'avec l'incorporation d'activité physique, on parlait de perte de poids, amélioration de la santé. L'activité physique améliore la santé, même sans perte de poids. Même ça perd du poids, oui. Puis le gras, on disait beaucoup, bon, le gras peut être nocif pour la santé. Fait que les gens sont comme, OK, il faut que je perde du gras, il faut que je perde du poids. Non, attends un peu. L'activité physique permet de réduire le gras viscéral, fait que le gras autour des organes qui est comme associé plus au risque pour la santé, même en l'absence de perte de poids. Fait qu'il y a un genre de recomposition corporelle qui peut se faire. On va aller utiliser les lipides à l'exercice, utiliser ce gras-là. Puis par, bon, certaines stimulations, fatigue musculaire, le corps va aller reconstruire sa masse musculaire potentiellement plus que d'aller refaire ses réserves de gras viscéral. Fait que, tu sais, pour un poids qui est très stable, tu peux complètement changer ta composition corporelle, ta fonction, ta condition physique, puis même le look, c'est ça que tu recherches sans perdre de poids. Fait que, tu sais, je pense que c'est d'arrêter de tout le temps associer perte de poids, mais c'est aussi de nuancer, je pense, le message dans le domaine de la santé, puis de comme clarifier c'est quoi, tu sais, on parle de gras, puis que ça pourrait être nocif sur la santé, oui, mais où, puis dans quelles conditions, parce que sinon, tu sais, les gens pensent gras, pensent leur gras sous-cutané en dessous de la peau, pensent à leur poignée d'amour, pensent à toutes ces choses-là, mais comme en vrai, c'est pas tant ça qu'il faut regarder, là, finalement. Je trouve ça vraiment important, l'effet de l'exercice que tu décris. Puis ça me fait penser à une théorie que j'ai déjà vue selon laquelle le corps
En fait, ça me rappelle une théorie que vous connaissez probablement très, très bien, là, la théorie du set point ou de, Ouais. tu sais, de la marge de manœuvre du poids, où est-ce que, ben, en réalité, on se rend compte que ben, le corps s'organise pas mal tout le temps pour être à peu près dans la même échelle, la même intervalle, là, si on veut, d'un poids, bon, qui va varier de, tu sais, pour certaines personnes, ça va être plus ou moins 5 livres, d'autres personnes plus ou moins 20. Mais tu sais, une espèce de comme point d'équilibre où est-ce que le corps veut rester. Ce que je trouve vraiment intéressant dans ce que tu dis, Antoine, c'est que ça réfère directement à cette théorie-là. C'est-à-dire que le corps de la personne va changer en termes de la façon qu'il va fonctionner. Il y a des choses qui vont être modifiées par l'activité physique, mais la masse de la personne ne changera pas parce que le corps s'organise pour rester où est-ce qu'il était. Fait que ça, c'est un très, très bon exemple de cette théorie-là. Ouais, Effectivement. puis, ultimement, j'ai quand même beaucoup de gens, moi, qui viennent me voir aussi pour améliorer leur composition corporelle. Puis c'est un peu ça que je leur explique tout le temps, plutôt que de travailler en perte de poids. Je suis comme, guys, travailler en prise de masse musculaire. Même, tu sais, j'explique tous les bénéfices sur la santé d'avoir une meilleure masse musculaire, notamment, vous avez plus de masse musculaire pour utiliser le glucose en circulation. Puis, en tout cas, on pourrait s'étendre sur la masse musculaire et les maladies chroniques. Mais Oui. ce que je leur dis, c'est que même niveau esthétique, comme tu peux rester, comme je dis, rester au même poids puis changer complètement le look. Puis outre ça, bon, ta fonctionnalité puis ta santé, je pense que c'est ça Mhm. le point On revient important. Fait toujours que à ça. ouais, Ouais. c'est ça. Fait que tu sais, le fameux set point, c'est ton set point de plein de points de vue, t'as mieux qu'il soit ton poids corporel soit bâti de plus de masse musculaire, qu'il y a plus de tissu adipeux, ben, surtout viscéral finalement. Mais là, attention, je parle pas d'être genre à 0% de tissu Non, c'est adipeux ça. parce que ça pose aussi Ça a des d'autres sérieux problèmes sur la conséquences. Mhm. santé, là. Fait que Ouais. c'est ça, t'essaies juste dans le fond là, d'avoir le plus de masse musculaire possible puis très fonctionnel, là, finalement. Je pense que c'est un Mhm. objectif en tant que kin que je donnerais, c'est ça, là. Mhm. Puis ça revient encore à, tu sais, à quel point on associe la perte de poids à tellement d'effets positifs, mais c'est ça, tout ça est très nuancé et très relatif. Tu sais, ça dépend. Si oui, je parle du gras viscéral, c'est intéressant, mais est-ce que c'est nécessairement une perte de poids, le chiffre sur la balance, ça nous le dira pas nécessairement. Puis après ça, ben trop couper puis pas assez bouger parce qu'on juge que ça marche pas ou peu importe parce qu'on n'a pas l'énergie pour bouger suffisamment. Là, ça, c'est une conséquence importante de la restriction qui est trop sévère au niveau calorique, que je suis en dessous de mes besoins. Je peux pas bouger autant, j'ai pas l'énergie pour bouger autant. C'est comme je mets pas assez d'essence dans mon auto, je peux pas aller aussi loin que je pense que je vais aller. Fait que tout ça peut me nuire si je coupe trop puis que je suis plus capable de bouger vraiment puis que je fais très peu de pas dans ma journée puis qu'on oublie ça, mettre un sport ou un exercice physique parce que j'ai pas l'énergie pour. Ben, quand bien même que je perdrais du poids sur la balance, c'est pas vrai qu'automatiquement, ça va améliorer ma santé. Il y a plein de facteurs à prendre en considération là-dedans. Là. Fait que c'est important de faire cette nuance-là, mais malheureusement, le discours ambiant, c'est encore beaucoup associé à toute perte de poids serait Mhm. bonne pour la santé. Ouais. Red Ouais. flag, là, tu sais, il y a des nuances, Mhm. là, c'est ça, il y a des Ouais. nuances. On veut éviter l'effet de Biggest Loser, là. Ouais, c'est ça, Complètement. Mhm, mhm, mhm. Ça, exactement. grosso modo, c'est juste du monde qui avait perdu là, énormément de poids, là, pour ceux qui nous écoutent. Puis finalement, ils ont Mhm. comme tout repris, puis leur composition corporelle était pire qu'avant, puis leur état de santé aussi, là. Je pense que c'était 10 ans plus tard de mémoire. Fait que Mhm. c'est un peu ça qu'on parle, là. Toute perte de poids n'est pas bonne, là, parce que tu peux perdre aussi beaucoup de masse musculaire là, en faisant de la perte de poids, surtout si tu t'entraînes pas, surtout bon, si ta Ouais. consommation de protéines n'est pas suffisante. Ouais. Fait Tu que sais, ne pas négliger aussi l'effet, puis tu sais, c'est pas mon domaine, la nutrition, mais ne pas négliger l'effet de la restriction calorique sur le bien-être mental. Ah ben oui, ouais, oui, Tu sais, j'ai évidemment. entendu une fois un chercheur dans une conférence, là, un chercheur en activité physique dire la restriction calorique, c'est le plus gros stress ever pour le corps humain. Puis je me Mhm. suis dit, put that on a t-shirt. Tu sais, comme, il faut que les gens sachent ça. C'est un stress, autant quand ça vient de l'activité physique que ça vient d'un manque de nutriments. Ouais, C'est un stress pour le corps. Puis ça a un effet sur la santé mentale. Puis je dis ça totalement. parce que j'avais vu, je pense, le reportage sur les gens de Biggest Loser que tu parlais, Antoine. Puis moi, ce que je me rappelle, c'est qu'il n'était pas très heureux nécessairement. Là. Il n'était pas plus heureux parce qu'il avait fait l'émission. Puis c'était pas. Il y avait un effet sur leur ouais. santé mentale. Là. Ben, perte de poids égale pas bonheur automatiquement. Ça améliore pas No. automatiquement l'image corporelle non plus, l'estime de soi. Tu sais, tout ça est très vrai. Là. Puis d'ailleurs, on va le faire, ce foutu épisode-là, Antoine, que je te dis qu'il faut faire un épisode sur les effets de la restriction trop intense calorique, mais aussi cognitive, mais certainement. Puis Mm. même la restriction calorique a des effets, oui, sur la santé mentale, mais même sur la santé physique aussi, dans plusieurs cas. Là, tu sais, c'est pas toujours intéressant. Puis il y a des choses à considérer, effectivement, mais c'est sûr que ça joue. Mais encore une fois, des fois, les gens sont quand même fonctionnels, fait qu'ils s'en rendent pas compte, surtout que ça fait tellement longtemps que tu es là-dedans, puis tu ressens pas nécessairement la faim, tu
c'est pas tout le monde qui va en souffrir au même niveau, puis ils vont penser que c'est comme correct puis que c'est normal, mais quand on fait des changements puis qu'ils réalisent à quel point ils n'étaient pas à leur plein, moi j'appelle ça leur plein potentiel, là, mais comme de bien-être puis d'énergie, là, c'est beau à voir, là, finalement. 100%. Hey, puis ça m'amène à ma prochaine question qu'on avait notée, Jasmine. Là, tu parles, bon, la restriction calorique, c'est un des plus gros stress pour le corps. Sarah, ta question était, est-ce que C'est-tu l'entraînement à l'entraînement à jeun, jeun? ouais, Oui. chez les femmes, et plus particulièrement pendant la ménopause, qu'est-ce que tu en penserais de ça? Il y a tellement d'écoles de pensée sur l'entraînement à jeun. Il y a tellement tu sais, c'est dur de donner une réponse définitive parce que ça peut vraiment dépendre du contexte. Tu sais, par exemple, moi, quelqu'un pour qui c'est la seule possibilité s'entraîner à jeun parce que la personne peut juste s'entraîner à comme 5 heures du matin puis que oublie ça déjeuner à 4 heures. Tu sais, ça, c'est différent. Sur le plan physiologique, on n'est pas vraiment capable de démontrer que c'est supérieur à s'entraîner avec un apport alimentaire précédent. Puis là où ça devient problématique, c'est quand il y a un objectif de performance ou d'amélioration des qualités physiques. Parce qu'un entraînement à jeun signifie tout simplement un entraînement avec une tank à vide. Donc, est-ce que je suis capable de donner la même intensité puis le même effort en étant aussi longtemps en n'ayant pas de réserves énergétiques qui sont rapidement accessibles? La réponse, c'est non. Puis ça, on est quand même assez confiant là, au plan scientifique de cette démonstration-là. C'est-à-dire que un entraînement qui va se faire à jeun avec des réserves en glucides, en glucose musculaire et dans le foie qui vont être vides, on sera juste pas capable de produire la même intensité. Fait que ça dépend de l'objectif puis du contexte de la personne. Si la personne veut aller marcher à un rythme facile, modéré, très tôt avec le chien, puis que ça donne que c'est à jeun, zéro problème avec ça. On n'est pas en train d'essayer d'améliorer une qualité physique. Quelqu'un qui me dit, moi, j'ai un objectif marathon, je veux faire des intervalles, puis je peux juste y aller le matin, j'y vais-tu à jeun? Clairement pas, tu sais. Fait que c'est toujours dans le contexte, puis c'est toujours dans qu'est-ce qu'on souhaite, c'est quoi l'objectif. Mais sur le plan physiologique, moi, comme physiologiste de l'exercice, je ne vais jamais le recommander si on souhaite améliorer une qualité physique. Merci, Ouais, Jasmine. elle a amené le point parce que, bon, c'est ça, Stacy Sims amenait une vision super intéressante par rapport à l'entraînement à jeun spécifiquement chez les femmes, parce que on a quand même beaucoup d'études sur les hommes, là, finalement. Ça a beaucoup été étudié dans un contexte de est-ce que c'est supérieur pour la perte de gras, notamment. Puis bon, on avait vu que ça pouvait augmenter l'apport alimentaire plus tard dans la journée quand tu t'entraînais à jeun versus si tu avais déjeuné avant. On avait vu que les performances tendaient potentiellement à être moins bonnes. On parlait du risque d'utiliser les protéines musculaires à l'exercice. Fait que là, elle rapportait que dans un contexte de ménopause où est-ce que, l'anabolisme est déjà plus difficile, les niveaux d'énergie tendent à être plus bas aussi. Puis aussi, il y avait un autre effet de l'entraînement à jeun là, qui semblait être intéressant chez les hommes, c'était comme la flexibilité métabolique, le fait d'aller utiliser plus les lipides à l'effort. Puis elle disait que chez les femmes, c'est déjà cette qualité-là est déjà supérieure que chez les hommes. Fait que c'était pas nécessaire finalement de commencer à faire du jeûne intermittent ou de l'entraînement à jeun pour avoir ça. Puis qu'au contraire, dans le fond, dans un contexte que la masse musculaire est déjà plus difficile à acquérir chez les femmes, même avant la ménopause, puis surtout chez la ménopause, finalement, les effets étaient comme plus délétères. Il semble avoir certains avantages qui commencent à sortir des fois du jeûne intermittent, dépendamment de comment c'est fait, mais que chez les femmes, c'était pas exactement le même portrait finalement. Puis tu parlais là que c'est stressant, là, la restriction calorique. Puis en plus, tu vas faire un gros volume d'activité physique là-dessus. Puis en plus, souvent, ils ne mangent pas assez après pour combler leurs besoins. Fait que tout ça, ça fait un énorme stress physique. Puis on l'a testé régulièrement dans un cas. Puis cette dame-là, justement, ne mangeait pas assez, s'entraînait énormément. Beaucoup de zone 1-2, genre, comme 2 heures Jamais par jour. d'intensité. Impossible de faire de l'intensité dans ce temps-là. Non. C'est ça qui arrive, en fait. Là. Exact. On peut rouler sur les lipides pour de l'intensité plus faible, mais cette dame-là mangeait vraiment pas suffisamment durant la journée, puis très, très, très anxieuse, très, très, très stressée, rapport avec l'activité physique commence à être vraiment affecté. Puis turns out que juste comme s'entraîner plus intense, comme à des plus hautes intensités, avec un plus faible volume, puis avec des meilleurs apports alimentaires, premièrement, sa première crainte sur le poids ne s'est pas concrétisée du tout.
c'est resté super stable. Puis santé mentale améliorée plus, rapport avec l'activité physique améliorée plus. Les poids ont augmenté en débile, Jasmine. Là, je pense que ça l'a doublé en dedans de genre 1 mois et demi. Là. Tu sais, quand tu mets de l'essence dans ton moteur, pas dans ton moteur, je suis vraiment pas bonne en mécanique et tout. Mais tu sais, quand tu mets L'essence dans le de moteur, l'essence, peut-être pas, mais oui, ouais, c'est ça, dans t'en le as pas réservoir. réfléchi. Quand tu mets de l'essence dans ton Ouais, réservoir, tu es capable de ça peser fait sa pas. suce un peu plus, là. Ça, Ben oui, c'est Ouais. normal. Ouais, Tellement. puis tu sais, je trouve ça intéressant que Antoine, que tu rapportes, tu sais, les résultats, les travaux, puis tu sais, ce que Stacy Sims, en fait, promeut, si on veut, là. C'est pour ceux qui nous écoutent, Stacy Sims étant une chercheure probablement la plus, tu sais, connue et même prolifique, là, en termes de différence intersexes à l'exercice. Puis elle est très vocale sur les médias également, donc elle va faire tu sais, des claims, là, si on veut. Je m'excuse pour l'anglais, là, mais c'est vraiment elle va se prononcer sur des sujets de façon très, très, tu sais, noir ou blanc. Tu sais, ça a son positif, son négatif, mais bref, parmi ce qu'elle propose, c'est l'idée selon laquelle l'entraînement à jeun, spécifiquement chez les femmes, ce serait moins une bonne idée, considérant notre sensibilité au déficit énergétique dont je parlais tout à l'heure. Puis, pour aller un petit peu plus loin dans cette idée-là, il y a de la recherche qui tend à démontrer que le déficit énergétique et ses conséquences, ce serait pas seulement sur 24 heures, mais ce serait même à des moments précis dans la journée. Donc, un déficit énergétique serait, par exemple, je sais pas, je viens de brûler une certaine quantité d'énergie le matin avec mon entraînement à jeun, puis je comble pas cette dépense-là, tu sais, avec un déjeuner ou avec quelque chose de suffisant par la suite. Même si sur mon 24 heures, je suis équilibrée dans mes apports versus dépenses, le fait que j'ai eu un déficit pendant un certain moment de la journée, ça pourrait être problématique également. Donc, elle, selon cette théorie-là, elle va suggérer que ce serait pas une bonne idée là, spécifiquement pour les femmes de faire de l'entraînement à jeun. Puis, tu sais, c'est intéressant aussi ce que tu rapportais par rapport à ta cliente. C'est drôle comment, dès qu'on change la posture par rapport à l'objectif de l'activité physique, c'est comme si tout se met en place. Tu disais, ses poids ont augmenté, elle s'est mise à lever beaucoup plus lourd, elle s'est mise à avoir une meilleure perception d'elle par rapport à l'activité physique, à avoir des meilleures performances dans à peu près tout. Puis vous avez juste changé le sens que vous voyez ça, puis vous étiez plus dans tu l'as amené à pu être dans une perspective de restriction, mais plutôt de comment je me développe le plus possible avec ça. C'est drôle, elle a réalisé probablement ce qui était des objectifs pour elle. C'est ça qui est fascinant, l'ironie de la situation. Puis le parallèle à la nutrition est le même, là, tu sais, on rembarquera pas complètement dans le jeûne intermittent, mais c'est quand même, moi, ce que je vois plus cliniquement, puis, tu sais, oui, il y a des études qui ont fait un lien quand même avec le plus de risques de comportements troublés avec la nourriture, voire même de troubles alimentaires chez les gens qui vont être plus sensibles, fragiles par rapport à ça, qui auraient plus de risques. Mais au-delà de ça, c'est que si je m'entraîne le matin, que je mange pas, puis que la première chose que je mange, c'est mon dîner, ça va être difficile, premièrement, dans mon bloc de 8 heures, de manger tous mes besoins nutritionnels, autant en macronutriments qu'en micronutriments. Puis, il peut avoir vraiment l'effet pervers aussi que si j'ai commencé ma journée à eux, chez plusieurs personnes, des fois, ça va faire un backlash en soirée. Fait que j'ai beau dire qu'à 8 heures, selon le jeûne intermittent, il faut que j'arrête de manger. Ça se peut que je sois pas capable. Puis c'est pas parce que je manque de motivation, c'est pas parce que mon mindset est pas bon. C'est plus complexe que ça. C'est que pendant un bout de ma journée, mon corps a été affamé. J'ai eu les hormones de faim et d'envie de manger qui se sont augmentées, les hormones de rassasiement qui se sont baissées. Puis c'est dur de rattraper ça après dans le reste de ma journée, particulièrement après en entraînement. Des fois, il y a l'effet pervers aussi que j'ai comme une satiété qui est plus précoce, j'ai une inappétence, j'ai pas envie de manger, j'ai pas faim. C'est variable d'une personne à l'autre, la durée. Mais c'est ça, en plus, si le corps s'habitue comme ça, il ressent plus la faim le matin, j'arrive au dîner, je prends un dîner qui est comme peut-être correct, mais sans plus, que j'ai pas nécessairement de collation, j'arrive au souper, bonne chance, là. C'est sûr que là, après, j'ai la faim qui est dans le tapis, puis là, après ça, qu'est-ce qui arrive? Au niveau santé mentale, je me tape sa tête, je ressens de la culpabilité, puis le cycle recommence. Il y a rien de tout ça qui va être super intéressant, puis au niveau qualité alimentaire globale, c'est pas vrai que dans ma fenêtre de 8 heures, j'ai eu des apports qui étaient optimaux au niveau micronutriments. C'est pas vrai que l'équilibre était là à 100%, puis c'est pas parce que j'ai fait des mauvais choix ou je suis une mauvaise personne, c'est juste que les hormones de faim et d'envie de manger m'ont poussé vers des aliments qui étaient plus rapides à digérer, plus énergétiques, en fait. 100%. Mais tu sais aussi là, c'est pas pour faire peur, dans le fond. Moi, je suis le premier, là, des fois, à aller courir le matin à jeun, tout simplement parce que de un, j'ai pas envie de me clencher un verre de jus. Comme il n'y a rien qui passe à part du café le matin. Fait que, tu sais, je mets comme un peu de lait dans mon café, puis genre, après mon café, je me clenche une petite barre super sucrée avant d'aller entraîner. C'est la seule chose genre, qui peut rentrer, mais tu sais,
pour la distance que je fais, là, c'est pas suffisant. Là, comme. Mais tu sais, des fois, je sais que c'est juste une run plus relax, tu sais, fait que je vais aller la faire le matin à jeun. Puis de toute façon, c'est juste pour comme booster un peu ma productivité dans la journée, là. C'est pas... fait que, tu sais, Il n'y a je pas suis le premier à le d'objectif. faire. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas toujours mauvais. Là, après ça, c'est de voir tu vas aller à quelle vitesse dans ton training, c'est quoi l'objectif, c'est quoi le volume que tu vas faire. Il y a une grande différence entre s'entraîner 15, 20, 25 minutes, jogging relax, juste pour comme bien débuter ta journée, versus aller déclencher des sprints dehors pendant 1 heure, avec un bon échauffement. Fait que ça dépend toujours, là, c'est jamais noir ou blanc. Fait que sache que si tu t'entraînes à jeun, toi qui nous écoutes, ça se peut que ça soit OK. Parle-en avec ton kin. Oui, c'est ça, ou ta nutri, exact. Il faut personnaliser en tout temps, effectivement. Oui. Bon, on pourrait procéder sur continuer en fait sur la masse musculaire. Je pense qu'on avait d'autres des petites questions par rapport à ça. d'autres petites questions. Mais on pourrait commencer par les mythes qu'on entend depuis un petit bout. Oui. Ben, il y en a Sur une la qu'on a masse déjà de gain, hein? répondu un petit peu. Là. Peut-on perdre du gras en même temps que gagner la masse musculaire? Là, j'y ai quand même répondu tantôt. Oui, tu peux. Même Tonifier sans son perdre corps au de lieu poids. de... Oui, mais sans perdre de poids. Tonifier son corps au lieu de prendre la masse musculaire, Jasmine, veux-tu nous expliquer? Ben, démêler ça un peu. C'est quoi ça, tonifier? Est-ce que ça existe? C'est quoi la différence avec prendre la masse musculaire, s'il y en a une? Bon, là, probablement que tout le monde J'aime m'a le entendu dire. tirer, là. Ben, J'adore. c'est que tonifier, je ne comprends pas ce qu'on veut dire par là. Tu sais, dans le sens que, tu sais, dans le fond, tonifier, moi, j'ai l'impression que dans l'imaginaire, tu sais, collectif, ça réfère à une image. Ça réfère pas à comme nécessairement qu'est-ce que tu sais, au niveau musculaire, qu'est-ce qui a changé. Puis on dirait que tonifier, on pense à quelqu'un qui serait, je sais même pas comment le décrire, c'est quelqu'un qui serait avec une composition corporelle bon favorable, quelqu'un qui aurait une apparence athlétique. On dit que ça, c'est quelqu'un qui est tonifié, mais à la fin, sur le plan physiologique, un muscle, ça prend du volume ou ça perd du volume. That's it. Ça s'endurcit pas. Ça sent un muscle, c'est déjà dur. Ça peut pas être plus dur. Ce qu'on peut faire avec le muscle, c'est le faire prendre du volume dans le sens où on va aller rajouter des matériaux de construction, ce qu'on appelle justement la synthèse protéique, c'est avec de différentes façons. Là, souvent, entraînement musculaire combiné avec une consommation de protéines suffisante, ben, on va être capable d'aller augmenter le volume du muscle. Ça, c'est super bien démontré. Il y a même des stratégies d'entraînement qui vont fonctionner plus que d'autres. C'est bref, donc le muscle peut prendre en volume ou il peut s'atrophier dans un contexte où il n'est pas utilisé, soit parce que bon, on a une blessure, puis mettons, il faut que je porte un plâtre parce que j'ai cassé ma jambe, je subis une opération puis je suis immobilisée, ou tu sais, je me fais mal à un bras, je peux pas l'utiliser pendant un certain temps, ça se peut que les muscles s'atrophient, mais ils vont être de la même dureté. Ils seront pas plus ou moins durs. Donc, malheureusement, tonifier, je pense que c'est juste un terme qui est utilisé pour dire, ben, changement de la composition corporelle. Mais c'est juste que comme, appelons un chat à un moment donné, tu sais, il faut dire les vraies choses, puis tonifier, ben, ça réfère à changer l'apparence corporelle. Je pense qu'il faut être honnête avec ça. Là. Ouais, mais c'est la nouvelle technique, là. On appelle plus ça des pertes de poids, on appelle ça des changements d'amélioration d'habitudes de vie. C'est ça, c'est comme on fait plus de restrictions, mais là, fait que c'est un peu le même principe. On dit pas changement de composition corporelle, on va dire se tonifier, ça passe mieux, c'est plus beau, c'est plus sexy, c'est plus vendable. On ne se va pas pitcher des tomates parce qu'on a parlé du vrai mot finalement. J'écoutais un podcast d'une fille qui est rédactrice là, pour un magazine. Je ne pourrais plus vous dire c'est quoi le titre du magazine. Mais bref, elle expliquait que en parlant d'améliorer la composition corporelle chez les femmes, elle ne pouvait pas mentionner le fait de prendre la masse musculaire il y a quelques années parce que sinon, ça n'allait pas être bon sur les ventes du magazine puis les cotes parce que c'était comme il y avait une peur chez les femmes, encore aujourd'hui, de prendre la masse musculaire. Elle rapportait que tranquillement, pas vite, là, ils peuvent commencer à utiliser ce genre de terme dans les magazines, de prendre la masse musculaire. Fait qu'il y avait comme trouvé ce mot-là de tonifier pour encourager les femmes à aller s'entraîner sans faire peur pour la prise de masse musculaire. Fait qu'il y avait comme switché un peu le vocabulaire. Fait que c'est comme un peu l'effet, dans le fond, dans les médias qui s'est comme transmis puis que les gens ont intégré. Mais tu sais, quand on parle de tonifier, souvent les gens me disent « Moi, je veux perdre là, mon gras là, ici. Là. » Pour ceux qui ne me voient pas, je mime le gras en dessous des bras. Puis finalement, c'est comme ton triceps au repos, ben des fois aussi, qui prend, là, puis de la peau. Là. Le gros bye-bye que je me fais dire des fois. Là. C'est ça, le bye-bye. Fait que il parle de perdre ce gras-là. Puis à chaque fois, je suis comme, si tu veux que ton bras soit plus dur,
c'est pas d'aller perdre du gras parce que tu vas avoir de la peau molle. C'est d'aller prendre la masse musculaire, puis là, ça va être plus ferme, ton bras. Mais ça, c'est de la prise de masse musculaire, là. C'est pas de la tonification, là, Ouais, finalement. c'est rien d'autre que ça. Ouais. Fait qu'on Mais je peut trouve mettre ça ce mot-là aux intéressant. poubelles. Mais Oui. non, mais j'aime ça, merci. Puis ça me fait penser que, tu sais, un autre mythe face à ça aussi, que j'en avais jasé à Antoine hier, mais tu sais, moi aussi, à un moment donné, on m'avait dit, là, mon Dieu, tu sais, Sarah, parce qu'avant, j'avais comme vraiment pas de haut de corps, là. J'ai vu des photos, puis j'étais comme, mon Dieu, j'avais des baguettes à la place des bras, là. Je pouvais pas avoir de la misère à lever des affaires, tu sais. Puis il y a quelqu'un dans mon entourage qui m'a fait le commentaire, ouais, là, tu sais, tu devrais peut-être claquer, là, mais c'est plus l'entraînement de type CrossFit que j'aime faire, mais tu sais, j'en fais pas si souvent que ça dans une semaine, on va se le dire. Puis mon corps avait juste pris de la masse musculaire, puis on m'avait fait le commentaire, ben tu devrais peut-être changer de sport ou, tu sais, juste pas augmenter tes poids parce que là, tu sais, à un moment donné, tu vas être comme trop musclé. Puis là, j'étais comme insultée de, ben non. Tu sais, moi, ça me convient vraiment là, d'être forte comme ça, je me sens bien, puis tu sais, c'est pas une affaire de look non plus, cette histoire-là, mais je pense pas que c'est vrai non plus, là, de pas, tu sais, la peur, ça, je l'entends souvent, la peur d'augmenter les poids par peur que le miss, justement, devienne comme full hypertrophie, puis que là, je devienne comme Arnold Schwarzenegger version femme, là. Ouais, Qui ben je vais serait dire quelque correct chose de. aussi, là. Ben c'est ça, je vais dire quelque chose de controversé. Tu sais. Est-ce qu'on dirait à un homme d'arrêter de s'entraîner en force ou en CrossFit parce que là, ça devient trop son affaire, tu sais? Voilà, j'aime ça, merci. Je Ça me fait sais pas, plaisir. tu sais. Puis est-ce qu'on dit aux cyclistes de moins pédaler pour avoir moins des grosses cuisses? C'est quoi le problème exactement, tu sais? Puis on contrôle pas à 100%, tu sais, comme la façon que notre corps va réagir à l'entraînement qu'on fait. Tu peux pas savoir d'avance qu'en faisant du CrossFit, tu vas avoir tel ou tel gain de masse musculaire. Peut-être que tu vas être plus que la moyenne ou moins que la moyenne. On peut juste pas le savoir. Puis moi, je rêve d'un monde où on va juste comme accepter ça va être quoi, peu importe. Tu sais, moi, par exemple, j'ai toujours eu des bonnes cuisses, puis en faisant du vélo, ben, guess what, c'est encore pire. Tu sais, dans le sens que, je veux dire, j'ai augmenté ma masse musculaire au niveau des cuisses très, très clairement depuis que je fais du vélo, très, très, tu sais, avec une certaine progression, puis avec un coach, puis tout ça. Puis tu sais, je me suis pas dit, ah ben là, je vais falloir que j'en fasse moins parce que là, mes jeans, non, je vais juste m'acheter d'autres jeans parce que j'aime ça faire du vélo. Tu sais, fait qu'est-ce que tu vas changer ton sport parce que, tu sais, en tout cas, bref, ça, c'est mon éditorial Mais féministe, là, mais. non, mais je suis 100% d'accord, mais tu sais, j'ai le goût de rajouter. Moi, j'ai la même vision que toi, mais pour ça, il faut que collectivement, au niveau Oui, oui, sociétal, il y a oui, des oui. changements parce que, tu sais, Ouais. je peux pas demander à ma cliente demain matin de faire ça. Je peux le demander, puis je peux l'encourager. Ah, évidemment, tu sais, moi, je l'applique à moi-même, mais après ça, tu sais, elle va être confrontée à ça à tous les jours, les remarques des gens autour. Puis si tu n'es Mhm. pas solide dans ton estime de toi, si ton image corporelle est plus négative, bonne chance, ça va être tough, tu sais. Fait que je pense qu'effectivement, il faut en parler, puis il faut comme rendre ça moins tabou finalement, puis normaliser, mais ça revient encore à toutes les foutues normes irréalistes de minceur, puis de beauté Mhm. chez la femme qui font comme pas de sens, Mhm. tu sais, mais 100% d'accord avec toi, 100%. Ouais. Vive les muscles. Je voulais toucher sur le point, en fait, des différentes prescriptions d'exercice, puis la réponse hypertrophique, ça me fait penser, j'avais étudié ça au bac avec ton copain, Jasmine. C'est lui qui Oui, nous enseignait à l'époque. oui, 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 ben oui, je l'ai Euh, vu. Puis on discutait en fait de qu'est-ce qui était important pour l'hypertrophie. Et donc, le gain de masse musculaire, ce qui semblait ressortir, c'était que c'est l'échec musculaire, là, finalement, Mhm. qui va driver le gain de masse musculaire. Puis, tu sais, l'échec musculaire, tu sais, on peut l'atteindre de bien des façons, là. Tu sais, ça peut être avec un poids relativement faible, avec beaucoup de répétitions, ce que beaucoup de femmes font en passant. Mhm. Puis ils vont aller à l'échec musculaire, tu sais. Puis tu peux aussi l'atteindre avec un poids modéré, avec comme, je sais pas, là, 10-12 répétitions, puis t'es à 1 à 2 répétitions proches de l'échec musculaire. Mhm. Fait que tu sais, tu peux l'atteindre de plein de manières finalement. Puis comme j'ai comme dit rapidement aussi tantôt, tu peux aller avec des charges très, 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 très élevées, aller faire du 3-4 reps, puis être encore loin de ton échec musculaire, tout dépendamment. Puis tu vas aller Mhm. justement développer plus ton système comme neural, plus que ta structure là, de ton muscle, et donc comme le développement de la masse finalement. Tu sais. Fait que c'est comme une fausse conception que augmenter tes poids va nécessairement amener plus de masse musculaire que de travailler avec des poids plus faibles. Ça dépend vraiment de ben, des affaires. Mhm. Ouais, ben c'est sûr que tu sais, le fameux tu sais, 8 à 10, 8 à 12 répétitions, que ça, c'est comme la fourchette tu sais, d'intensité ou tu sais, de répétition pour prendre la masse musculaire. Ça fait vraiment longtemps qu'on sait que c'est pas vrai, dans le sens que oui, tu peux faire un 8 à 12 répétitions avec une charge très élevée, puis arriver à l'échec musculaire, tu sais, après un 12 répétitions, Ouais. puis avoir un effet tu sais, potentiel sur tu sais, la prise de masse musculaire, mais
comme tu dis, il y a plein d'autres stratégies qui fonctionnent, notamment faire du 25, 30, 35, 40 répétitions à échec musculaire. C'est super bien démontré que sur l'effet, sur le plan métabolique puis musculaire, il y a plein de stratégies qui fonctionnent. Puis en fait, moi, je rajouterais, si l'objectif, c'est vraiment comme la prise de masse musculaire, à la fin, ce qu'il faut regarder, c'est le stress mécanique total. Fait que c'est quoi la quantité totale de travail qui a été réalisé? Fait que, on peut calculer ça avec le poids total qui a été soulevé, fois le nombre de répétitions, le nombre de séries que j'ai faites. C'est vraiment pas comme la prescription en tant que telle, c'est plus comme, c'est quoi la quantité totale de travail que j'ai réalisé là, sur le plan musculaire? Dis-moi pas que Puis c'est ta pas one nutrition. size fits all, là. Hey, il faudrait ça, pas. hein? Ouais, exact. Puis il y a un gros facteur Excellent. comme nutrition dans la patente, là. Fait Ben comme, oui, tu sais, ça Vraiment. arrive pas du jour au lendemain, c'est tough, là, tu sais. Fait Puis on que, parle de protéines, mais tu sais, je veux juste nommer aussi que pour faire de l'hypertrophie, du gain de nouvelle masse musculaire, il faut manger suffisamment de calories aussi. Fait que t'as beau manger full protéines, si tu es en mode restriction, ça va être complètement difficile d'arriver à ça, là. Ouais, ouais. Puis tout à fait. moi, j'ai un autre mythe que j'ai entendu récemment par rapport au gain de masse musculaire et l'entraînement. Est-ce que le cardio peut nuire à ton objectif de gain de masse musculaire? Est-ce que c'est une bonne idée de ne plus faire de cardio pour faire du gain de masse musculaire? La réponse, je dirais que la réponse courte, c'est non, le cardio va pas nuire au gain de masse musculaire. Là où ça se complexifie, c'est quand la personne va pas combler la dépense énergétique associée à l'entraînement cardiovasculaire. Fait que, tu sais, si la personne essaie de prendre de la masse musculaire, mais fait comme beaucoup de cardio en même temps, il faut juste s'assurer que l'apport énergétique total soit suffisant pour les deux sports ou pour les deux objectifs ou les deux activités. Puis moi, ce que je trouve intéressant dans ta question, c'est que je sais pas pour vous, mais moi, ces temps-ci, dans mon entourage, puis sur les médias sociaux et tout ça, je vois comme une résurgence du modèle de l'athlète hybride. Fait que des gens qui vont Ouais. à la fois faire de la dynamophilie, de l'entraînement vraiment en force, et vont faire des épreuves d'endurance très, très longues, là, parfois marathon, ultramarathon. Puis c'est drôle, ces gens-là mentionnent pas cet enjeu-là. Vraiment pas, tu sais. Fait que je pense pas que sur le plan, clinique ou pratique, ça soit un enjeu, là. Tant que l'apport énergétique est comblé, là, je vois pas de Mais problématique. je pourrais mettre comme un peu de nuance aussi là-dedans. Effectivement, tu sais, d'un point de vue comme physiologique, tu sais, c'est pas dit que le cardio va venir comme nuire à la prise de masse. Là, après ça, si je dois faire attention, tu sais, on a tout un réservoir d'énergie limité, là, ayant tous des vies de fous. Fait que, tu sais, c'est Ben oui. sûr que si tu accordes 1 heure d'entraînement cardiovasculaire, puis que tu fais 15 de muscu, là, après ça, c'est de voir qu'est-ce que tu vas améliorer, puis où est-ce que tu vas mettre ton énergie et ta priorité. Puis, tu sais, de le faire avant ou après ton cardio, ça aussi, c'est comme une question qui revient souvent. Oui. La réponse à ça, c'est qu'est-ce que tu veux améliorer, tu sais. Ben Si oui. c'est ton cardio la priorité, puis que tu as envie d'améliorer ton temps de course, ne va pas faire de la muscu avant. Tes jambes vont être lourdes, là, comme tu vas avoir de la misère là, à aller chercher soit l'intensité qu'on veut pour améliorer ta vitesse, tu vas avoir de la misère à endurer longtemps. Fait que ça revient beaucoup à comme c'est quoi ta priorité, c'est quoi ton objectif, puis à partir de là, comme tu peux prendre une décision, mais c'est pas automatique que si tu fais plus que 10 minutes de cardio à la fin, C'est ça. tu sais, Ouais. ça n'a pas tant rapport. Puis, tu sais, il y a des cas que j'ai vus dans certaines études que en déficit énergétique, il y a des gens qui ont réussi à bâtir de la masse musculaire. Est-ce que c'est optimal? Pas du tout. Mais ça reste que, tu sais, c'est ça, c'est moins favorable, mettons, que si justement tu as des apports suffisants, même un surplus pour bâtir de la masse, puis si tu fais des longs entraînements cardio, bon, ben, tu as plus de bouffe à manger. Ouais, Oui, ça se c'est peut. ça. Puis, tu sais, faut toujours se rappeler que les études, c'est jamais fait sur plus que, C'est ça. mettons 6 mois, là, mettons une intervention Ouais. qui durerait 6 mois, c'est complètement exceptionnel en activité physique. Là, souvent, on parle plus un 4, 6, 8, peut-être 12 semaines, mais c'est très, très rare qu'on va au-delà de ça en termes de durée. Fait qu'après ça, nous, le niveau d'évidence qu'on a, ben, il est pour à peu près cette durée-là. Fait qu'effectivement, il est possible comme tu dis, de bâtir de la masse musculaire en étant en déficit énergétique dans certaines études, mais il faut juste, tu sais, comme disait À Sarah long tantôt, terme. c'est vraiment pas un one size fit all, puis il faut voir comme c'est quoi les implications de ça à long terme, à quel point le déficit énergétique, tu penses que tu peux le tenir longtemps et tout ça. C'est ça. Exact. Puis, par rapport à ce que je disais, juste clarifier aussi que, tu sais, souvent, c'est chez les débutants où est-ce que la prise de masse musculaire tend à être un petit peu plus facile. Puis, Ouais. c'est avec des apports en protéines vraiment élevés, là, si on ne rentrera pas là-dedans, mais on l'avait soulevé une nouvelle recommandation, tu sais, notamment en grammes par kilo de protéines dans un contexte de déficit énergétique, c'est extrêmement élevé. Oui, Dans les oui, oui, études, oui. des fois, ils vont aller le chercher, mais tu sais, tout est contrôlé, c'est super tough. Fait
À quel Oui, point c'est c'est ça, applicable dans la réalité des dans le gens. quotidien. Puis C'est je le ferais fameux 3 ah, vas-y, grammes kilo excuse-moi. qu'on a vu, Sarah, là. Ouais, Hey, j'ai essayé finalement de le faire, là. tabarouette, oublie ça, Je pétais ma oublie vie, ça. j'avais mal au ventre, là. Ah ouais, non, c'est tough, Ouais, là. non, Puis non, tu non. sais, il reste, en tout cas, il reste des études à avoir aussi. C'est pas si clair, là, l'effet d'une Non, non, non. si. Tu sais, on a des données qui disent des choses, mais tu sais, il y a des experts au niveau rénal, entre autres en nutrition, qui lèvent quand même des drapeaux de comme. À très long terme, je ne sais pas encore. Tu sais, fait avant c'est ça, de lancer des recommandations à si haute dose, il faut vraiment y aller par du cas par cas. Là. Puis je fais juste une parenthèse, on parle beaucoup de déficit calorique, mais moi, j'aime toujours amener la nuance que ça dépend toujours de où tu pars. Si tu pars puis que tu manges extrêmement beaucoup au-dessus de tes besoins, puis que tu te mets à faire un déficit qui répond à tes besoins dans ta journée, ça n'aura pas nécessairement les mêmes impacts que si tu pars, que tu nourris ton corps selon ses besoins, puis que tu fais un déficit en dessous de ses besoins. Les conséquences sur le corps ne seront pas les mêmes. Les conséquences sur la faim, l'appétit, les envies de manger, la sensation de rassasiement ne seront pas les mêmes non plus. Le niveau d'énergie ne sera pas le même. Fait que quand on parle de déficit énergétique comme ça, puis de restriction calorique, je ne sais pas à quel point dans les études c'est si bien défini que ça, mais moi, c'est sûr qu'au niveau clinique, c'est toujours de voir qui j'ai devant moi, puis à quel point on se situe où par rapport aux besoins de la personne, là, finalement. Ouais, ben c'est 100%. rare dans les études qu'on va aller dans une approche qui va être très centrée sur l'individu puis qui va être très centrée sur une amélioration globale des habitudes de vie. On essaye de tester des modèles physiologiques, fait que c'est sûr qu'on pousse ça à l'extrême. Là. Ouais. Oui, intéressant. Ouais. 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 Hey, le temps avance. On va Oui, on va suivre. prioriser. Ça, c'est bon, on en a jasé. Qu'est-ce qu'on priorise? Sarah, je te laisse, Oui, bien, on a fait choisir. quand même un grand tour de ce qu'on voulait, mais tu sais, mettons qu'on ramène ça plus à la femme. Là. Ça serait quoi les grandes lignes? Puis mettons qu'on ramène ça à la femme plus autour périménopause. C'est quoi les grandes c'est quoi les grandes différences, tu dirais, ou est-ce qu'il y en a tout simplement entre les façons de bouger, les façons de s'entraîner ou les raisons pour lesquelles on le ferait? Ben, c'est certain que, comme je disais tout à l'heure, il y a un changement au plan du risque cardiovasculaire, métabolique qui s'accompagne avec la ménopause. Ce n'est qu'un changement de risque. Ça ne veut pas dire qu'on va développer la maladie, ça ne veut pas dire qu'on devient automatiquement comme atteint de la maladie, par exemple, du diabète de type 2, jour 1 de la ménopause. C'est pas du tout ça. C'est juste que sur le plan, comme on dit, épidémiologique, donc sur des très grandes populations, on remarque que le risque change après cette période-là. Mais quand même, je pense que ça vient encore plus justifier l'importance d'une pratique d'activité physique régulière dans le quotidien. Parce que, bon, on le sait, hein, l'effet de l'activité physique sur la santé cardiovasculaire et métabolique est très, très bien documenté, hein, beaucoup plus que sur tout ce qui est aspect esthétique. Fait qu'on le sait que ça fonctionne, là. Je veux dire, tout le monde le sait que l'activité physique, ça fonctionne. Tout le monde le sait que c'est bon pour la santé. Puis, il n'y a pas beaucoup de contre-exemples, disons. Il y a peut-être des situations extrêmes, là, des cas extrêmes où est-ce qu'on se pousse trop, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais pour revenir à la question initiale, moi, je pense que, on a tendance à beaucoup parler d'entraînement cardiovasculaire, pour l'entraînement, pour la santé, pardon, cardio-métabolique. Puis moi, mon angle d'attaque, l'angle que j'ai choisi pour mon doctorat, c'est plutôt d'étudier l'effet de l'entraînement contre résistance. Puis moi, mon objectif, c'est de voir est-ce qu'il y a une recommandation d'exercice qui serait plus efficace que les recommandations d'exercice actuelles qui sont adressées aux personnes vieillissantes. Actuellement, ce qu'on propose, c'est le fameux 8 à 12. On dirait que 8 à 12 répétitions, là, pour être plus clair là, pour les gens qui nous écoutent, on dirait qu'à défaut d'avoir plus de recherches qui ont été faites sur les femmes ménopausées, on s'est dit, bah, on va leur donner les recommandations générales, puis ça devrait fonctionner. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des très, très bonnes raisons de croire qu'il y aurait d'autres stratégies qui seraient plus efficaces, notamment parce que la physiologie musculaire et métabolique est différente chez les femmes. Puis on pense que d'aller chercher justement des modalités d'entraînement contre résistance qui seraient plutôt axées sur une certaine forme d'endurance musculaire, on pense que les résultats on pense que ça serait plus bénéfique ou en tout cas que ça serait au moins équivalent. Moi, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai testé ces deux modalités d'entraînement-là chez un paquet une dizaine à peu près de femmes, 10-12 de femmes ménopausées qui sont venues au laboratoire. Ils ont fait les deux modalités d'entraînement dans un ordre aléatoire. Bref, puis après ça, on a fait un test qui s'appelle le test de tolérance au glucose. Puis bon, peut-être pour les femmes qui ont eu des enfants qui nous écoutent, c'est le fameux test de diabète de grossesse que vous avez fait. Je ne sais plus à quel moment dans la grossesse, mais bref, super désagréable. Moi, mes participantes ont fait 4 fois. 4 fois. Donc, c'était très impressionnant. Oui, il a fait ça 4 fois dans l'étude, vraiment pour aller voir est-ce qu'il y a des différences selon
que je fais la méthode A, que je fais la méthode B, que je suis au repos, etc. Puis en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'il semblerait que les deux méthodes soient tout aussi efficaces. Donc, faire du 10 à 12 répétitions avec un haut pourcentage de ma force, c'est pas plus efficace ou c'est pas moins efficace que faire, par exemple, un 2 fois 25 répétitions avec des plus petites charges. Fait que ça, c'est comme le résultat principal de ce que moi j'ai étudié puis de ce que j'ai vu dans mon projet doctoral. Par contre, il reste encore beaucoup de résultats non explorés, puis que j'essaie encore de faire du sens avec tout ça, notamment le fait que les femmes ont été capables de soulever un poids total plus élevé avec la méthode, avec des longues répétitions. Donc, l'effort fourni a été plus élevé, mais leur perception de l'effort était plus faible. Intéressant. Donc, elles ont travaillé plus fort avec une impression de travailler moins fort ou d'avoir un niveau d'effort moins important. Fait que sur le plan pas technique, pardon, sur le plan clinique, ce que ça peut vouloir dire, c'est ça se peut que toi, il y ait une modalité pour toi individuellement que tu sois plus accessible, que tu sois plus qui va te permettre de produire un effort plus supplémentaire, mais tu le sentiras pas nécessairement. Donc, en gros, c'est à peu près ça. Ta question initiale, c'était vraiment, au niveau de la ménopause, est-ce qu'il y a des changements, des choses qui justifient d'avoir différentes approches? Moi, le message clé là, que j'aurais envie de dire, c'est faut pas hésiter à travailler fort. Faut pas hésiter à travailler fort. Puis, moi, ce que j'ai vu dans mon projet, parce qu'on a fait nous-mêmes les séances d'entraînement, malheureusement, ce n'était pas une étude randomisée contrôlée avec un double aveugle. J'ai fait les entraînements moi-même. Moi, ce que je voyais, c'est que les femmes travaillaient beaucoup plus fort que ce qu'elles avaient anticipé et beaucoup plus fort que ce qu'elles auraient fait naturellement au gym, chez elles ou quoi que ce soit. Et elles se sont surprises à être beaucoup plus fortes que ce qu'elles pensaient. C'est bien beau, là, tout ce que je dis en termes de métabolisme énergétique, de à quel point l'entraînement contre résistance, ça permet de diminuer le risque de diabète en améliorant la tolérance au glucose et tout ça. Mais à la fin, moi, ce que j'ai le plus appris de mon projet doctoral, c'est à quel point ces femmes-là n'avaient pas une confiance en elles naturelle et à quel point l'exercice leur a donné ça. Ils sont venus une fois. On applaudit, c'est clair. Là, ils sont venus une fois. En fait, ils ont fait 2 séances d'entraînement différentes. Et moi, c'est le sourire qu'elles avaient. C'est l'espèce de comme, je suis capable de faire ça. Ça a été ça ma paye. C'est le fun, les chiffres, les données, et tout ça. Mais à la fin, moi, ça a été de redonner confiance à des femmes qu'elles étaient capables de travailler fort. Puis après ça, je le dis à mes étudiants dans mes cours sur le diabète, par exemple. Faut pas que ça soit facile. Puis, tu sais, c'est pas toujours évident la notion d'effort, puis la notion de notre relation avec l'activité physique. Puis des fois, on peut avoir tendance à se dire, je vais être bienveillant envers moi, je vais m'accorder du repos et tout ça. C'est très valide. S'accorder du repos quand on se sent pas en mesure de faire une séance ou de faire un tel entraînement, 100% valide. Après ça, je pense que l'effort peut être abordé d'une façon très, très bienveillante. Je peux être bienveillant envers moi dans l'idée que je veux fournir un certain effort. Je peux ne pas me déprécier à travers ce que j'atteins ou ce que j'atteins pas via cet effort-là. Puis je trouve que c'est ça qu'on a donné, mon équipe et moi, aux participantes, c'est une capacité de voir qu'elles étaient capables de le faire, cet effort-là. Mais il y a une grosse composante coaching, finalement, dépendamment du coach que les femmes vont faire affaire avec, puis comme l'intention qu'ils vont donner, de juste... No pain, no gain. Le no pain, no gain, pour les gars entre eux, c'était beaucoup justement pour encourager à pousser vraiment fort, finalement. Ouais. C'était leur manière de le dire comme ça. Puis tu sais, c'est souvent ça aussi l'équilibre qui est difficile à trouver, de pousser assez les gens pour dire non, comme t'es capable de pousser, je le sais que t'es capable, puis là, t'as pas le choix de pousser, go, faut que tu le fasses, puis surtout, faut que tu le fasses pour perdre du poids. Et c'est complètement différent, tu sais, finalement. Puis, tu sais, de bien comprendre que la récupération, c'est important, mais de pas non plus rester dans le « Ah, je le fais bien pour moi, je veux pas trop avoir chaud, je veux pas trop avoir mal à mes muscles. » Tu sais, il y a tout le temps cet équilibre-là à aller chercher, puis de le trouver avec les gens, puis comme de les guider à travers le tout, puis que ça soit vraiment positif, tu sais. Fait que c'est vraiment comment tu abordes la situation, finalement. Fait que je pense pas que c'est l'exercice qui leur a donné ça, Jasmine, mais peut-être plutôt ton approche avec eux. Peut-être. Toute la différence, finalement, c'est ce que je remarque beaucoup. Ayant travaillé beaucoup avec des collègues féminines, je pense que j'ai inclus ça un peu dans mon approche, puis ça fait vraiment une grosse différence au niveau de la motivation des femmes, puis comment ils réagissent en entraînement. Puis... Mais c'est tough pour vrai d'être capable de
Mais oui. justement, de donner le petit coup de pied à ton client, finalement, j'en parle souvent avec Sarah de ce fameux petit coup de pied-là qui est comme différent dans le domaine de l'exercice, souvent C'est pas la versus même la nutrition. chaussure, là. C'est ça, oui. Non, non, C'est non, pas la c'est même ça. Puis chaussure que tu c'est utilises. donner un petit coup de pied assez doux pour justement, tu sais, faire non, t'es capable, mais pas Tu es trop pour capable, comme c'est tu ça. tombes ses fesses, tu sais, finalement. là. Mais c'est Ouais. facile de tomber dans la culpabilité. Tu sais, les femmes, je pense que c'est Ouais. ça la grosse différence. Puis il y a des hommes qui le font aussi en passant, mais puis c'est pas toutes les femmes, là, je veux pas généraliser, mais tu sais, les femmes qui justement ont beaucoup fait des servicieux de diète régime, ils se sont fait répéter à quel point à chaque fois c'est eux le problème, l'échec est à cause de eux, alors que non, tu sais, c'est bien plus compliqué que ça. Ben, dans le sport, c'est un peu la même chose aussi, tu sais, puis s'il n'y a pas de perte de poids, c'est vu comme un échec aussi. Fait que c'est en plus, si je déçois mon coach ou ma coach, parce que là, elle veut que je pousse, mais je suis pas capable. Fait qu'il y a comme un travail, un plus grand travail à aller faire qui est super important aussi pour aller mettre une relation de confiance aussi pour être capable de bien pousser sans rendre la personne coupable. Puis, ben, tranche de vie personnelle, mais tu sais, moi, c'est la raison pour laquelle je fais des cours de groupe, c'est exactement ce que tu nommes, Jasmine. C'est que chez moi, toute seule, je serais prête à me pousser plus. Là. C'est pas dans ma personnalité. Ma personnalité, c'est confortable. Là. C'est comme, c'est vraiment C'est le correct confort. aussi. Là. Puis j'adore ça, puis j'aime ça comme ça. Puis c'est la même chose au niveau de mon alimentation. Là, tu sais, j'ai jamais été capable de faire des trucs plus rigides parce que je suis pas capable. C'est juste ça. Puis c'est Ouais. correct. Là. Puis comme c'est une bonne Ben oui. chose. Mais c'est ça, j'ai appris à me connaître, puis je sais que le cours de groupe, j'aime ça parce que je me fais pousser, mais je choisis comment je me fais pousser, puis dans quel environnement, puis avec qui, tu sais, je les choisis, là, les coachs que je veux, finalement, puis les types d'entraînement que je veux, puis la philosophie que je veux, mais ça fait toute la différence. Puis oui, l'effet après de faire comme « Oh my God, mon corps est capable de faire ça », c'est tellement nice, là, comme l'empowerment que ça donne, c'est vraiment cool, là. L'exercice, c'est beaucoup d'apprendre un peu à tolérer l'inconfort. C'est pas toujours confortable, l'exercice, Oui, mais après définitivement. ça va amener tellement de bienfaits que ça vaut la peine de le tolérer, cet inconfort-là. Puis, tu sais, inconfort veut pas dire douleur, veut pas dire que t'es complètement à terre après, tu sais. Fait que Exact. mais Ouais. bravo pour ton projet doctoral, Jasmine. Je trouve que c'est genre Merci. super Très rafraîchissant comme projet. Puis c'est un domaine dans l'activité physique, tu sais, la musculation, là, très peu étudié comparé à tout ce qui est cardiovasculaire sur la santé. Fait que tu sais, je trouve que c'est un beau domaine en émergence. Puis aller faire une heure de cardio versus comme un 30 minutes, peut-être de muscu, tu sais, c'est complètement différent comme stimulation. Fait que je trouve que c'est bien de pouvoir offrir de la variété aux femmes. Ouais. Puis ça me fait penser, j'aurais un dernier point que je voudrais t'entendre dessus. Je connais déjà ton opinion, mais j'aimerais quand même que les gens le sachent. Bon, adapter finalement, en fait, 2 points. Si on a le temps, on pourra parler de la marche là, comme outil pour améliorer la santé. Puis Ouais. le premier point, par contre, que j'aimerais qu'on développe, c'est adapter l'entraînement en fonction du cycle menstruel. Oui ou Full non? Pourquoi, pertinent. quand, comment, pour qui? Ah oui, bonne question, Ouais, ouais. Antoine. Ouais, ben, Ouais. c'est vraiment, c'est tellement un gouffre, là, dans le sens qu'il y a de la recherche qui commence à se faire là-dessus. Pas beaucoup encore, on s'entend. Tu sais, il y a Stacy Sims, entre autres, qui est très, très vocale là-dessus, qui propose, tu sais, quand même des guidelines ou des approches très concrètes, là, avec des Ouais. points à travailler, plus particulièrement dans certaines phases du cycle menstruel. Puis, tu sais, parallèlement à tout ça, il y a comme de la recherche, il y a certains auteurs, certains chercheurs qui vont commencer à publier des articles comme de quoi, ben, il y a pas d'effet, finalement, du cycle menstruel. Fait que, tu sais, moi, on dirait, je vois ça, puis je suis comme, OK, on n'a pas tant de recul que ça, tu sais, dans le sens où la recherche, à mon humble avis, la recherche n'est pas assez avancée pour qu'on se permette de, tu sais, de dire non, ça n'a pas d'effet, ou tu sais, comme non, on ne devrait pas utiliser cette approche-là parce qu'on n'a pas assez de recul, ça fait pas assez longtemps qu'on étudie ça. Après ça, je pense que moi, le point que je fais toujours quand on me pose cette question-là, c'est qu'est-ce qui ferait du sens pour la personne? On sait que les niveaux d'énergie, puis comme la façon qu'on va se sentir, même la façon qu'on va vouloir performer va être très différente selon les différentes phases du cycle menstruel, hein, notamment quand on approche les règles, tout ça. Il est possible d'avoir une baisse d'énergie qui est tout à fait explicable sur le plan hormonal, là. Donc, c'est quoi l'approche qu'on veut avoir dans ce contexte-là? Est-ce qu'on veut justement favoriser la récupération, remettre à plus tard les entraînements très, très intenses, ou au contraire, est-ce qu'on veut travailler dans cet inconfort-là pour se préparer à une situation où je voudrais, je sais pas, faire une compétition qui serait qu'on choisit pas le calendrier, donc ce serait peut-être une date juste avant mes règles. Il n'y a pas de réponse parfaite. Je pense que ce qui est important aussi, c'est d'apprendre à se connaître et
c'est très difficile là, à appliquer ce que je veux dire, mais ne pas dramatiser quand le corps répond un petit peu moins bien, quand on a besoin d'un petit peu plus de sommeil, quand on a besoin d'un petit peu plus de récupération, parce que c'est pas 100% dans notre contrôle, puis c'est pas qu'on n'est pas capable, c'est que le corps d'une femme va varier énormément à l'intérieur d'un cycle menstruel, puis on contrôle pas ces variations-là à 100%, ben en fait à 0%, là, on contrôle juste pas ces variations-là. Fait que d'apprendre à les reconnaître dans un premier lieu, puis savoir, moi, j'ai besoin de quoi quand ça arrive. Parce que moi, je veux faire des changements en lien avec mon cycle menstruel. Est-ce que c'est une approche qui me parle? Quels sont mes objectifs à long terme? Est-ce que c'est compatible avec ça? T'sais? Mais de savoir que ça existe, pour bien des gens, ça va être la première étape, parce que je pense qu'on n'en parle pas assez, en fait. Là. La première étape qu'on fait juste pas assez, c'est de parler de ces différences-là, puis de comment ça peut affecter notre ressenti à l'exercice. Là. Ouais. J'en ai comme eu récemment, là, c'est ça, des clientes là, qui voulaient le faire. Puis, tu sais, ce que j'expliquais un peu, c'était le cycle menstruel, oui, ça va faire varier le niveau d'énergie. Être capable de performer et tout, mais comme pas que. Une femme n'est pas que son cycle menstruel. Fait Bien sûr. au courant de l'année, il y a du stress au travail, il y a du manque de sommeil, il y a 1000 affaires qui vont affecter comment tu vas performer dans une séance, puis c'est le bon moment ou non de pousser. Ça, c'est full individuel, puis ça va full varier. Fait que, je dirais, au même titre que les hommes, de varier en fonction de aujourd'hui. Comment ça va? As-tu bien dormi? As-tu de l'énergie? Es-tu capable de pousser? Es-tu plus à risque de blessure parce que cognitivement, ça va moins bien? Puis d'une femme à l'autre, les syndromes, notamment de SPM, vont varier beaucoup. Il y en a qui en vivent pas tant que ça. Il y en a d'autres qu'au contraire, c'est l'enfer. Puis d'un mois à l'autre, c'est pas toujours pareil non plus. Là, non, absolument. Dans des formes plus sévères, il y a aussi le TD, en tout cas, il y a une autre affaire, le trouble dysphorique prémenstruel. Là. Fait que, il y en a qui sont là-dedans aussi. Fait que, ce que je vais dire, c'est pas juste ton cycle, finalement. Je pense que c'est ça le message à retenir. Puis si tu veux l'analyser, ton cycle, fais-toi un journal. Regarde les phases de ton cycle. Regarde si constamment, à telle période, toi, tu n'as pas d'énergie pour telle raison. Amène-la à ton coach. On va planifier ton programme en fonction qu'on le sait très bien que cette journée-là, tu risques de pas bien performer, puis c'est correct. Mais là, après ça, c'est de voir, comme tu dis, Jasmine, tu vas-tu devoir courir un demi-marathon pendant que tu es dans ton SPM puis que toi, ça va pas bien? Il y a eu un cas d'une femme qui a battu un record puis qui était en crampe menstruelle tout le long de sa course. Fait que ça peut affecter ou non la perfo. Là. C'est Paula Radcliffe, pardon, c'est l'un des records du monde au marathon. Elle avait des crampes. Moi, mon dernier demi-marathon, à mon dernier demi-marathon, là, 3 semaines à peu près, j'avais mes règles, puis j'ai fait un personal best. Là, fait que, ça, c'est fou, hein? Mais je pense que ça revient à la notion de tolérer notre lien avec la performance, parce que c'est souvent ça, c'est ça que j'entends un peu, c'est dans une phase, j'ai moins d'énergie, puis je suis capable de moins m'entraîner. Souvent, c'est qu'on va se sentir, je m'exclure là-dedans, mais on va se sentir coupable, on va se dire, d'habitude, je lève ce poids-là, puis là, aujourd'hui, je lève pas ça, mais effectivement que si, comme tu nommais Antoine, si c'est une journée qui a eu full de stress ou j'ai pas bien dormi, ça aussi, puis je pense que dans tous ces moments-là, c'est intéressant de se permettre aussi, puis je pense que le mot bienveillance peut rentrer là-dedans, c'est de dire j'y vais parce que ça va me faire du bien, mais je suis consciente qu'aujourd'hui, je ne pousserai pas plus que ça parce que le moral n'est pas là ou le sommeil n'est pas là ou je vais ajuster puis je ne veux pas me blesser non plus, puis c'est correct quand même. Fait que je pense que faut pas être tombé dans la rigidité trop non plus. Là, je vais exclure si... je pense pas que c'est bien d'être rigide, là, mais c'est sûr que si tu as un objectif d'un événement quand même intense, j'imagine que là, ta relation avec tout ça va peut-être être un peu différente, mais je pense qu'il faut revoir encore une fois, il faut remettre en contexte pourquoi je bouge, pourquoi je fais ce type d'entraînement-là, c'est quoi mes objectifs par rapport à ça, puis est-ce que je peux me permettre d'être un petit peu plus lousse par rapport à tout ça, puis pas me taper sur la tête si je suis pas capable de le faire comme je pensais pouvoir le faire, tu sais. Ben oui, flexibilité va amener plus de bien-être. Puis faire une compétition, essayer de faire un personal best sur un marathon, on parle pas d'une amélioration du bien-être dans ce type d'objectif-là. On parle d'une performance sportive pour... Ça n'a pas rapport. Tu n'as pas besoin de faire des marathons pour améliorer ta santé. Fait que c'est sûr que, comme tu le mentionnes, l'approche est comme complètement différente. Ouais. Je pense que ce qui est clair, par contre, avec les différentes phases du cycle menstruel, c'est que les besoins énergétiques vont être différents. Ça, c'est quand même assez bien démontré là, dans la deuxième phase du cycle menstruel, là, après l'ovulation et tout ça. Là, les besoins énergétiques vont être un petit peu plus élevés. Fait que des fois, c'est que l'impression d'avoir moins d'énergie, d'avoir des maux de tête, d'avoir moins de performance, c'est juste une hypoglycémie. C'est comme... La personne n'a pas mangé assez parce que là, ses besoins énergétiques sont plus élevés qu'à son habitude. Ça, c'est quand même assez clair. Puis,
je pense que ça, faut en tenir compte là, du fait que l'apport alimentaire pourrait être ajusté là, à la hausse là, dans certaines phases du cycle. Ouais. Puis si on est bien connecté sur, tu sais, si justement nos signaux sont accurate au niveau de la faim parce que justement on est quand même un peu actif puis tout ça, puis on est bien connecté sur nos signaux, puis on n'est pas juste dans du rigide portion cognitive, mais probablement qu'on le fait de façon plus naturelle, instinctivement aussi. Là, fait que c'est intéressant aussi ce que tu mentionnes. Ouais. Hey, en 1 minute, question flash, Jasmine. Oui! Bon, je parlais de la marche là, tantôt. Ben, Sarah, pose donc ta question sur la marche, c'est vraiment meilleur que moi. Ben, écoute, c'est juste que je l'ai nommé tantôt, mais je l'entends, ben, non, c'était pas tout à fait pareil, mais je l'entends souvent que on me dit, un peu comme avec l'activité physique, tu sais, si je perds pas de poids, ça sert à rien, mais la marche, c'est comme dans l'imaginaire collectif chez les femmes qui ont baigné beaucoup dans la culture des diètes puis de bouger pour perdre du poids, le message qu'ils vont retenir, c'est beaucoup, ça sert à rien de marcher parce que sur ma montre, ça dit que je brûle pas tant de calories ou le coach me dit que ça brûlait pas beaucoup de calories puis que c'est pas efficace. Ça, pourquoi je me ferais chenoute à marcher parce que dans le fond, ça vaut pas la peine. Moi, il faut que, pour que ce soit efficace, il faut que je sois dans le tapis, il faut que ça roule, puis, mais je peux pas nécessairement produire ça à tous les jours. La marche, je pourrais à tous les jours, mais ça vaut pas la peine. On pense quoi de ça? Ah mon Dieu. Ben, on pense qu'il y a aucune forme d'activité physique qui sert à rien. Tu sais, je vois pas dans quel scénario il y aurait une forme d'activité physique qui servirait, entre guillemets, à rien comparé à une autre. C'est drôle, moi, la marche, c'est l'activité où, quand j'interviens avec des gens qui ont une relation troublée avec l'activité physique, spontanément, c'est ça vers quoi ils vont aller parce que c'est ça qui leur fait du bien. Puis sans mettre ces gens-là dans une catégorie en particulier, il y a quelque chose avec la marche qui fait que c'est tellement libérateur sur le plan mental, c'est tellement naturel comme mouvement. On marche tous ou presque, tu sais, bon, les gens qui n'ont pas de handicap physique, bien sûr, là. Mais c'est tellement une activité qui est naturelle, qui est, comment je dirais, qui est douce pour le corps. Accessible. C'est pas accessible. On peut faire ça tout le temps, dans à peu près tous les contextes, dans à peu près tous les environnements. Je peux même écouter de la musique, écouter des podcasts en même temps. Puis moi, je me rappellerai toujours d'un prof, Antoine, on a probablement très certainement eu en commun là, en kin, qui avait dit quelque chose comme ça, que tu sais, en cas, par exemple, de blessure, en cas de douleur, on dirait que la marche, c'est comme la seule chose qui fait du bien, puis c'est la seule chose qui est comme que le corps se retrouve, bon, je suis sûre que tu sais c'est qui, là, le corps qui se retrouve à bouger un peu naturellement. Puis il y a plein d'évidences qui démontrent que la marche améliore la santé cardiovasculaire, puis qu'il y a moyen de faire ça intense. Tu sais, donc, je ne sais même pas par quel bout prendre ça, tellement que pour moi, c'est évident que la marche, c'est une activité qui est complète puis qui répond à des besoins multiples chez beaucoup de gens, que ce soit côté santé mentale, santé physique, etc. Fait que marcher, gars. Mais c'est parfait. Juste ça, c'est parfait. Ouais. C'est juste ça que je voulais t'entendre dire, en fait. Fait que c'est de juste redonner tout mouvement a de la valeur. Là. Je pense que ça revient un peu à ça, puis je trouve ça intéressant. Puis c'est que c'est accessible aussi. Quelqu'un qui a 0 condition physique parce que la relation avec l'activité physique n'a jamais été super intéressante, c'est accessible, puis c'est correct. Là. On peut commencer par là, puis on n'est pas obligé que ce soit extrême pour que ce soit efficace pour la santé. Là. Merci. Ouais, on pourra parler de sédentarité peut-être dans un autre épisode, mais tu peux pas briser ta sédentarité continuellement avec l'entraînement au gym, avec la course, avec mais tu peux briser ta sédentarité comme constamment avec la marche, par contre. J'ajouterais peut-être pour finir, tu sais, la marche, c'est l'une des activités qui est le plus facile à réaliser avec d'autres personnes. Tu sais, la santé sociale aussi, c'est important, puis l'activité physique, c'est une manière de connecter avec des gens. Moi, il n'y a rien que je trouve plus apaisant que d'aller marcher dans le bois avec mon conjoint puis des amis. Puis, tu sais, après ça, j'ai pas nécessairement l'impression que j'ai peut-être travaillé si fort ou quoi que ce soit, mais il y a quelque chose qui m'a fait du bien dans la tête à moi, tu sais. 100%. Bon point. Hey, merci, Jasmine. C'était tellement intéressant. Très complet. Merci. Il va falloir qu'on réinvite Jasmine éventuellement pour parler d'autres choses. On aurait pu continuer longtemps. Oui, c'est ça. C'est vraiment... mais super intéressant comme sujet. Puis d'entendre parler aussi plus des femmes avec l'activité physique, je trouve ça super intéressant aussi. Fait que merci de faire de la recherche sur le sujet. Bien. Merci. J'aime beaucoup parler aussi... tu as beaucoup le nez dans la recherche. J'aime beaucoup parler aussi avec des gens là, qui vont amener, c'est ça, une vision plus globale, qui va être capable de prendre plusieurs angles puis faire comme un peu de sens avec tout ça finalement, plutôt que juste comme les appliquer. Là. Fait que je pense que c'est une de tes forces quand même, Jasmine, puis d'être ouverte sur plein d'autres
La santé, on le sait, là, c'est très, il y a beaucoup de facteurs, c'est très global, puis ça, tu le prends bien en compte, fait que c'est super intéressant, ton approche. Est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut te suivre, te retrouver, si on veut t'avoir comme coach, comment ça fonctionne? Ouais, ben en fait, moi, je suis sur Instagram, je pose pas grand-chose, mais je suis quand même là, donc jas.paquin.kin. C'est pas mal le seul média social que j'utilise. J'ai enregistré d'autres balados avec d'autres intervenants, si ça vous intéresse d'aller les voir. Donc, simplement, entrez mon nom dans Spotify ou toute autre application, là. J'ai déjà fait des balados précédemment. C'est pas mal ça. Sinon, je suis dans une période où je prends pas beaucoup de clients, considérant que je finis mon doctorat. J'écris ma thèse, là, donc ça prend beaucoup de temps avec l'enseignement et tout ça, mais par la suite, je veux continuer à reprendre plus de clientèle, là. Ouais. Parfait. On va mettre ça dans la description de l'épisode, ton lien Instagram. Excellent. Je me suis inscrit à un marathon, Jasmine, ça va être ma coach. On pourrait s'en reparler. Parfait. Tu vas voir, Oh my je suis God. sévère comme coach. Ah ouais? Parfait, ça. Quand même. Ouais. All right. Fait que merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'était super C'était de le t'avoir avec fun. nous aujourd'hui. Yes. À bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt tout le monde.